Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Le manque de douceur qu'on a envers nous-mêmes, je le trouve dingo. On est tous des bourreaux pour nous-mêmes, on est dégueux envers nous-mêmes, on n'est jamais content, on s'aime pas. Peut-être que la vraie douceur et la vraie bienveillance envers toi-même, c'est d'arrêter d'être en lutte, de te dire je suis une merde sur ce point-là, ça je n'y arrive pas, ça c'est un pattern, je ne vais pas pouvoir le régler, et bah tant pis. Peut-être arrêter de tout le temps vouloir tout régler, tout le temps vouloir être en force, à faire des thérapies. Peut-être qu'il y a des portes qu'il faut pas ouvrir. Alerte copinage, voici un nouveau numéro des gens qui doutent avec Morgane Cadignan, humoriste et chroniqueuse France Inter, que j'avais déjà reçue dans l'épisode 19. Mais la discussion était très drôle et fort intéressante, j'avais reçu plein de messages suite à la publication. Donc on a remis ça, on s'est fait une petite soirée tranquille avec de la tisane et 2 micros. On a beaucoup rigolé et on a parlé de choses un peu plus sérieuses aussi, de comment elle s'est retrouvée chez France Inter, où elle fait des chroniques quotidiennes depuis le mois de septembre, de ce que ça lui a appris de devoir écrire tous les jours, de la tendance qu'on a à créer des problèmes quand on a trop de vides à combler, de ce que c'est qu'être une bonne amie, des gens qui restent dans nos vies, de ceux qui partent et de ceux qui restent à moitié, donc ceux qu'on croise et on dit on doit absolument aller boire un verre, et puis on le fait jamais parce qu'en vrai on s'en fout. Et on apprend aussi dans ce podcast comment Morgane va mourir, et plot twist, ça implique un phoque. Si vous n'aviez pas écouté le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, je vous le conseille parce qu'on y fait plusieurs allusions, donc c'est un petit peu plus sympa, mais au pire, tant pis. J'espère que ça vous plaira. Les derniers qu'on a fait, on était en juillet chez toi, il faisait hyper beau. Ouais. On sortait du premier confinement en se disant c'est bon, c'est derrière nous. L'année est à nous. Et ça vraiment, c'est un vol qui s'est crashé mais au décollage quoi. Ouais. Surtout que la pertinence de faire un épisode 6 mois plus tard, déjà ça se discute, ça dépend des gens, mais là, alors qu'il s'est rien passé, c'est genre on a joué 2 fois. Mais est-ce qu'on fait pas cet épisode pour faire un truc tout simplement? Si. C'est une occupation. Il va pas sortir en vrai. Et les gens vont écouter 2 meufs qui... Écoutez, ça fait 8 mois qu'on se fait chier. Ouais, c'est ça. Mais c'est le principe de beaucoup de podcasts en attendant. Oui, c'est vrai, et les gens écoutent. Mais moi, j'avais reçu plein de messages trop cool à la suite du premier. De ce coup de génie. Non, mais ou en tout cas, de comme j'ai oublié, comme t'es ma pote et que j'ai oublié que ça tournait et que j'ai mis beaucoup d'intime dedans. Tu t'es confié, on peut le dire. Ouais. Corps et âme. Non, ça va relancer la rumeur. Non, je me suis confiée âme. Et c'est trop cool. Attends, s'il y a au moins 3 personnes qui ont trouvé ça chouette et que ça a un peu conforté dans leur manière de penser en se disant, je suis pas seule au monde à être câblée comme ça, j'en mets. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, je l'ai réécouté il y a quelques jours et j'étais au fond du trou. Et toi, t'es toute positive, en mode je suis un soleil. Et moi, je suis comme oui, mais si la vie c'était dur. Et j'ai juste envie de me gifler. Mais j'étais un soleil en juillet dernier. Ouais. Mais du coup, maintenant, comment tu vas ? On est en janvier. On est le 19 janvier. Ça va, dans l'ensemble, ça va. La philosophie de vie n'a pas changé. Après, je m'évertue à ce qu'elle change pas. Après. Je pense que je vais comme tout le monde. Je fais vraiment ce que je peux dans ce contexte. On est un peu obligé de parler du Covid quand même et de la crise sanitaire. Je fais ce que je peux, mais là, ça commence à vraiment tirer. Je pense que j'ai été patiente. Moi, c'est le message que je veux lancer au gouvernement. Je pense que je peux supporter février-mars, mais va vraiment pas trop falloir me voler mon printemps et mon été parce que là, ça va. Ça, c'est la fille du soleil qui parle. C'est la fille du soleil et. En vrai, je me vois pas refaire des tartes aux figues. C'était cool, mais là c'est bon. Je voudrais vraiment qu'on passe à autre chose, quoi. Que les tartes aux figues deviennent du raisin liquide et fermenté qui s'appellerait du vin. Est-ce que après 1 an de pandémie, des centaines de milliers de morts, tu penses toujours que la vie complote pour ton bonheur? Alors, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, vraiment, allez l'écouter parce que sinon vous allez rien comprendre. Là, c'est uniquement la suite. C'était pas la vie, c'était l'univers. Oui, égoïstement, oui, pour le mien. Mais la salle d'attente, elle est comme vraiment... la salle d'attente, elle a pris... on est passé du médecin de mon village à l'URSSAF, quoi. On est sur une salle d'attente, meuf, j'ai le ticket numéro 372 et elle vient d'appeler le numéro 5, la meuf. Et je suis là, ça va venir, hein. Mais j'espère qu'il y a Candy Crush ou de la 4G parce que l'attente, elle va être longue. C'est long, là. C'est long. Mais ça va. Franchement. Mais tu sais, je trouve que pendant le premier confinement, on avait cette espèce
d'obligations qu'on se mettait à nous-mêmes, de productivité, de faut écrire quelque chose, faut faire des vidéos, avoir une présence sur Instagram. J'ai des gens du stand-up dans mon Instagram en story que j'ai l'impression que je les connais plus que mes frères et sœurs. Tellement ils ont balancé du contenu, mais des trucs bien, mais vraiment sur de la présence. Donc on avait cette obligation de productivité, encore une fois qu'on se mettait à nous-mêmes, parce que personne nous a demandé de tous se mettre à chier une série d'un coup. Et là, tout va sortir en même temps. Spoiler alert, je pense qu'il y aura pas que du bon. Des noms. Moi, je me suis bien gardée d'envoyer des trucs. Et je trouve que là, sur les deuxièmes confinements, il y a juste un truc de lâcher prise qui est peut-être pas mal. C'est devenu l'habitude, en fait. Déjà, franchement, si on arrive à aller à peu près bien, c'est déjà bien. Donc, on va pas écrire le nouveau Guerre et Paix tout de suite. On va juste essayer de se lever et de se dire, tu vois, je me couche à 21h45. Pas parce que je suis fatiguée, parce que j'ai objectivement plus rien à faire et que je me suis dit plus vite je vais dormir, plus vite on sera demain. Peut-être plus que vite dans mes rêves fini. il va se passer des trucs, peut-être que je vis pas dans la vie, fou, ou dans mes cauchemars. Et déjà essayer de se sentir bien et de passer une journée, c'est bien, hein, mais ça a changé. J'en parlais avec des potes, la philosophie de pas mal de gens où on était, tu sais, par exemple sur les vacances. Mais ça c'est un truc que je t'avais dit, j'avais vraiment la philosophie de je pars en vacances au soleil ou quoi quand je suis épuisée. Quand j'ai la sensation du travail bien fait, que je me suis acharnée, j'ai beaucoup travaillé pendant des mois, je suis sur les rotules et là je vais kiffer mes vacances et là je vais profiter. Et en fait, moi, cette année-là de pandémie, elle a changé ça, ça a inversé le truc. Non, en fait, dès qu'il y a une brèche d'une semaine où potentiellement on va pouvoir kiffer un peu, on va s'enfoncer dedans. Et même si ça veut dire, tant pis, je pars 2 fois en un mois. Oui, c'est pas bien, je vais prendre l'avion, la planète, et j'avoue, hein. Mais là, franchement, sauf qui peut. Est-ce que tu les femmes et les enfants d'abord, quoi. Détestes l'écologie. Est-ce que ça peut être le titre? Morgane Cadignan n'aime pas l'écologie. Je dirais pas que je déteste l'écologie, je dirais que mon amour pour la planète, pour l'instant, a un petit je sais pas comment je vais me sortir de ce truc. Je te le dis franchement, je me suis embarquée dans un délire. Je sais pas comment je vais pouvoir rattraper cette phrase, mais que mon amour pour la planète est inversement proportionnel aux possibilités de partir. Exactement. Et en ce moment, un tout petit peu moins grand que l'amour que j'ai pour ma santé mentale, où je me dis... Il y a des super hôtels à Roubaix. Ouais, mais non. Et que je me dis, là, ouais, meuf, s'il y a tout l'île de France sur les plages de Guadeloupe et Martinique depuis 2 mois, c'est vraiment qu'il n'y a pas que moi dans ce schéma de pensée. Si les autres le font, tu peux le faire, c'est ça? Et si les autres ils vont en Guadeloupe, ça veut dire que tu sautes de la Guadeloupe? Eh bien, oui. Non, mais bon, voilà, l'écologie, écoute, je bouffe des fruits de saison, meuf. J'essaye vraiment de bouffer des fruits de saison et que là, je pense que le prochain qui me propose une quiche au potimarron, je lui nique sa mère. Donc, j'ai pas bouffé une rondelle d'ananas depuis 1 an. Donc, j'ai pas d'enfant, donc je fais mon devoir. Et à côté, je prends un gros Boeing. Combien d'ananas pour compenser pour l'avion? Alors, je te dis ça, mais à la fois, ils ont servi de l'ananas en dessert dans l'avion. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être le diable. Ah ouais. Là, je me suis dit, meuf, c'est une raclure. Ouais. Et à la fois... Merci, Morgane. C'est un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent. Est-ce que je vais avoir des messages Instagram? T'es vraiment inspirante. Moi-même, qui suis d'extrême droite et négationniste, je me suis vachement reconnue. Mais voilà, pour répondre à ta question sur la pandémie, je pense qu'on est là tous dans le même état de oh là là, on va faire ce qu'on peut, quoi. De toute façon, c'était la phrase la plus inutile du monde. Mais parce que combien de fois je vais remater Friends? Oh non. C'est bon, j'en suis à 2 d'affilée. On a compris. Mais tu sais qu'il y a d'autres séries. Ouais, mais il y a un truc dans leur jean taille haute qui me conforte. Enfin, en fait, c'est ce truc. Non, mais que ce truc, je l'ai tellement vu, cette série, que parfois, ils me font plus de bien que mes vrais amis. Non, mais tu te sens. T'as l'impression. Ouais. Je crois que ça va pas tant que ça. Je suis en train de me rendre compte. Je suis en train de me rendre compte. Je vais pouvoir cuter toute l'intro et on démarre ici. Je suis en train de me rendre compte en te parlant que.
que quand même, c'est hyper dur. Non, mais il y a une thérapeute qui m'a dit un truc que j'ai trouvé très juste. Tu vois, comme je dis une thérapeute pour pas dire ma thérapeute. Qui m'a dit un truc très juste, qui a dit il y a 2 catégories face à la crise sanitaire de personnes, de 2 catégories de personnes. Il y a 50% de ceux qui vivent très ouvertement mal le Covid et qui disent ok, je le vis mal, je suis hypocondriaque, ça m'a fait vriller, je suis super angoissée, je fais des crises d'angoisse. Et t'as l'autre partie qui a l'impression de bien le vivre ou en tout cas de mener un peu sa barque et de voilà, mais qui souffre quand même de stress chronique. Donc sur l'addition, finalement 100% des gens en souffrent parce qu'elle m'a démontré par A plus B que humainement c'est tellement nouveau et c'est tellement ouf que tu ne peux pas bien le vivre. Si t'es si t'es un humain, il y a forcément une petite partie de toi que même inconsciemment que ça va stresser sur un truc. Tu vois, peut-être que tu vas avoir pris 3 kilos et tu dis, c'est pas normal, pourtant je mange bien, mais que c'est du stress chronique ou que tu dors mal et que tu t'en rends pas compte parce que, comme avait dit ce fabuleux dermato il y a quelques années, en même temps, est-ce qu'on n'est pas tous un peu claqués? Je t'avais pas dit ça? Non. J'étais allée voir un dermato pour un traitement sur la peau qui s'appelle Roaccutane et qui est super agressif. Et je l'ai dit, je m'inquiète un peu parce que dans les effets secondaires, c'est quand même écrit que tu peux avoir des accès de grande fatigue. Et vraiment, il a signé le papier en disant oui, enfin bon, mademoiselle Cadignan, est-ce qu'on n'est pas tous un peu crevés? Et je l'avais trouvé formidable, tellement il était blasé. C'était fabuleux. Il y a quand même un truc qui a changé depuis que on a fait ce premier épisode, c'est que à la fin de ce fameux épisode, tu m'avais demandé de couper une partie que je vais aujourd'hui évidemment publier, qui est celle-ci. Il y a quelques jours, on parlait de chroniques sur Inter et tout. On parlait du fait que, voilà, toi, est-ce que t'aimerais faire ça? Ouais. Et tu m'as dit, j'ai pas l'impression que je suis prête. Ouais. Il y a les trucs où tu sais que t'es pas prêt, mais on te pousse et tu sais que sous la pression, tu vas y arriver quand même. Et il y a d'autres choses où tu sais que t'es pas prêt. Les blagues seraient prêtes, t'arriverais à écrire, mais t'as pas les épaules de le tenir sur la durée. Et notons quand même que 3 semaines plus tard, Nagui t'appelle en te disant « Hey, coucou, tu me connais ?» C'était ouf. Mais déjà, moi, j'ai pas eu Nagui qui m'a appelé. Moi, j'ai eu le rédac chef de France Inter qui m'envoie un message creepy sur Instagram. Non, mais je pense qu'il m'a appelé parce qu'il m'a quand même appelé le 9 ou 10 août pour une rentrée le 24 août. Donc je pense qu'il a pris les rênes parce qu'il y avait pas le temps de passer par toute la hiérarchie et de passer par un texto où je vais peut-être répondre le lendemain. Ou je pense que quand il t'appelle et que Nagui te laisse un message, il se doute que la personne va rappeler, sinon dans le quart d'heure, au moins dans la soirée. Donc je pense qu'il s'est dit il y a plus de chances qu'elle rappelle vite si c'est moi qui appelle. Et il a eu raison, j'ai vraiment rappelé avant la fin du message vocal. Non, d'un côté, si Nagui t'appelle, tu franchement, prends un spam. Non, parce qu'il a une voix que je connais. Donc quand je l'ai entendu sur ma messagerie, je me suis dit waouh, deux choses l'une, Fanny. Soit premièrement, c'est vraiment Nagui qui m'appelle et c'est ouf. Soit c'est un pote qui me fait un prank. C'est vraiment bien fait. Et waouh, il mérite. Là, le gars, je le produis pour 4 spectacles d'imitation. Mais juste de Nagui. Mais le gars, c'est juste faire Nagui. Donc ça serait 1h30 d'imitation de Nagui. Oh, c'est un peu pauvre. Mais je suis sûre qu'il y a moyen de remplir des salles. Donc il m'a appelé, ouais, j'étais bien contente. Mais en même temps, ce genre d'occasion professionnelle, je pense que c'était très bien qu'il m'appelle le 10 pour une réponse le 11 et pour un début le 24. Je crois que j'aurais détesté le savoir 2 mois après. Mais ouais, parce 2 mois que avant. 2 mois avant, pardon, ouais, ça aurait laissé beaucoup trop de place au stress et à l'angoisse et la limite, fallait que j'écrive la première chronique pour tout de suite. Ouais. Donc je me suis dit, on y va, pas le temps, là, faut sauter, on n'a pas le temps de se demander si l'eau est bonne, quoi. Donc tu préfères quand les choses arrivent directement et que t'as pas le temps de te... Ah ouais. Pied du mur, team pied du mur. Team pied du mur. On y va et on réfléchit après, et de toute façon, comme tout dans la vie, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Donc même si j'avais fait 1 semaine et que je me sentais pas au bon endroit, à ma place, et que ça marchait pas, bon, ça aurait été un bon feu de paille, et il y aurait eu toujours moyen d'arrêter. Enfin, t'es jamais forcé de rester dans un choix que t'as fait. T'aurais juste été humilié devant Blanche Gardin, qui était la première invitée. Ouais, oui, mais ça, je veux dire, personne ne serait mort physiquement. Donc ça aurait été un peu dur pendant 1 semaine, et puis après, il y aurait eu un autre truc dur derrière. Non mais... pas le temps de chialer. Non mais tu vois, enfin, elle est bateau cette phrase, mais
Franchement, il y a jamais vraiment mort d'homme, quoi. Donc ça dépend, parce que justement, sauf quand il y a mort d'homme, sauf quand quelqu'un meurt. Mais bon, là, tant que personne n'est mort, c'était pas très grave si ça foirait. Enfin, donc voilà. Donc c'était cool d'y aller, de pas se poser la question et de revenir de vacances vraiment la veille au soir et d'y aller la gueule éclatée de décalage horaire. Parce que je pensais tellement qu'à dormir, meuf. J'étais stressée de la première chronique parce que en plus Blanche Gardin, donc moi j'ai su que la première chronique c'était Blanche Gardin. J'ai éclaté de rire, mais un vrai fou rire nerveux, comme ça faisait des années que j'en avais pas eu, en me disant mais c'est quand même une immense blague. Déjà, premier truc que je redoutais, faire une chronique devant un humoriste. Mais en plus c'est Blanche Gardin. Laquelle ? Ma première chronique à Click, j'avais eu Panayotis. Ouais. Je me suis fait chier que ça soit un humoriste, mais cool, même génération. Le gars sympa, tu vois, il va être bienveillant, j'avais pas trop de doutes. Tu dis Blanche Gardin, quoi. Oh, les gars, c'est Obama aussi, non? Je suis qui, moi? T'as eu François Hollande, c'est notre Obama. Oui, mais après, ouais, mais... La vache. Je sais pas pour qui c'est le pire. Mais... Enfin. Donc, tout ça pour dire que j'étais tellement fatiguée que ça m'a enlevé tout stress. Parce que j'étais juste... Je me suis dit, oh là là, on finit à 12h30 l'émission, alors vraiment, je peux rentrer chez moi à 13h30, 14h, j'ai déjeuné, sieste jusqu'à 17h. Est-ce que tu dirais que la solution pour réussir quelque chose qui nous fait stresser, c'est de ne pas dormir? Ou de partir en Guadeloupe et de revenir la veille? Alors, c'est trop souvent ma solution de partir en Guadeloupe longtemps et de revenir... Mais il y a bien un jour où je vais finir par pas revenir, évidemment. Mais... Non, donc la solution, c'est pas d'être fatiguée, mais je me souviens de mon prof de conservatoire qui... J'ai fait le conservatoire à Versailles, qui nous donnait des techniques, et dans je ne sais plus quelle méthode d'acting, je crois que c'est la méthode russe, donc Dostoïevski, etc., dans les écoles, ils te font vachement jouer sur la fatigue. Parce que quand t'es épuisé, c'est souvent là que tu sors le meilleur, parce que c'est là que t'as plus de verrous, plus de barrières, plus de stress, t'es sur les rotules, donc tu vas lâcher un truc qui était sous des couches et des couches et des couches de pudeur, et là t'en as plus parce que t'es juste explosé. Mais ça vaut dans les relations entre les gens, ça vaut dans les embrouilles. T'en sors peut-être pas un truc bien de ta fatigue, mais t'en sors un truc vrai. Quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, le moment où tu dis écoute, je suis fatiguée, donc là en fait ce que je pense c'est ça, et j'en ai marre, voilà, je suis épuisée. La vérité, elle vient pas de la bouche des enfants, la vérité, elle vient de la bouche des gens qui dorment pas. Et les enfants dorment peu. Est-ce que je viens pas de craquer un code Est-ce que je ne viens pas de craquer un des codes de la vie en direct? C'est pas à moi de le dire. Je pense que si. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses comme ça qui te servent, que tu as apprises au conservatoire et qui te servent genre et dans ce que tu produis et dans la vie? Je crois bizarrement beaucoup plus dans la vie que dans ce que je produis. Dans ce que je produis, en tout cas dans le stand-up, oui, ça m'a peut-être aidé sur 2-3 techniques de respiration à caler la voix, sur des trucs de gestion du stress avant de monter en scène, sur des exercices de concentration, d'articulation, mais qui sont des trucs très techniques que honnêtement tu peux aisément trouver sur internet si tu veux, le coup du crayon de papier dans la bouche en récitant l'Ave Maria pour articuler, c'est pas l'Ave Maria mais tu m'as comprise. Mais dans la vie, ouais, ça m'a donné le goût de la critique, le goût d'aller au théâtre, voir des trucs que je serais jamais allé voir, le goût de la lecture parce que je lisais assez peu. Enfin, je lisais des romans de gare en vacances vraiment quand j'avais le temps avant, et le conservatoire, on devait tellement se farder de pièces, de livres pour notre propre culture et aller voir des trucs. Mais Fanny, j'ai vu des pièces, autant j'ai vu des trucs qui m'ont retourné la tronche, qui étaient incroyables, où après t'as besoin de pas parler pendant 4 jours pour y repenser, notamment une pièce qui s'appelait Scène de vie conjugale à la colline. Ça sonne bonne ambi. Ah ouais, 4 heures, et c'est un texte. 4 heures. Ouais, c'est un texte suédois j'ai le flyers dans la salle de bain. Parce que j'essaye de cacher mes mauvais goûts en déco et mes plaintes sales en faisant croire que j'ai de la culture, donc je mets les plaquettes des pièces. Donc j'ai vu des trucs incroyables, mais j'ai vu je peux pas dire des merdes parce que j'essaie de dire ça parce que c'est jamais de la merde, c'est toujours le fruit du travail de quelqu'un, mais j'ai vu des trucs, mais des pièces très très contemporaines, et à l'époque donc c'était quoi, il y a 4, 5, 6 ans maintenant, c'était la grande époque du nu.
Donc on se foutait à poil pour un oui, pour un non sur scène. J'en pouvais plus, moi, à un moment, de voir des culs, meuf. C'était regardez, on est original, on est subversif, je vais briser le 4e mur avec ma bite. Et c'était nul à chier, mais ça m'a appris de me dire, au moins j'en pense quelque chose. J'ai trouvé ça nul, ça m'a dérangé. Pourquoi ? Pas juste j'ai trouvé ça nul. Pourquoi j'ai trouvé ça nul ? Qu'est-ce que ça vient déranger chez moi ? Pourquoi ça me touche pas ? Pourquoi ? Est-ce que t'as appris des choses pendant le confinement ? Oui. Oui, ça serait mentir de dire que non. De manière factuelle, j'ai appris des choses dans l'absolu parce que j'ai passé du temps. Je me suis perdue dans Internet. Une fiche Wikipédia en appelle une autre, une vidéo YouTube en appelle une autre. Donc il y a un moment où je me suis retrouvée à mater des vidéos sur des mecs qui construisent des fusées. Oui, j'ai appris des trucs, alors que j'ai immédiatement oublié. Hein, Ah non, tu saurais pas, là, je te dis, vas-y, construis une fusée. Déjà, j'ai pas la place. Ah ouais, j'avoue. Puis j'ai pas, ma caisse à outils, elle est sous le lit, j'ai une petite flemme, je crois qu'il me manque une clé. Donc non, pas chaud pour la fusée. Mais je peux te faire un formidable signe en origami. Non, j'ai appris des trucs parce que j'ai lu des magazines, et puis j'ai appris des trucs comme sur le fonctionnement de mon pays. Et après, t'apprends comme tout le monde. C'est un petit peu éculé, un peu bateau de dire ça en plus avec un an de recul, mais oui, j'ai appris des choses sur moi comme tout le monde. Genre quoi ? Bonnes et des moins bonnes. J'ai appris que je savais être seule. Et ça, c'est cool parce que c'est un vrai doute que j'avais. Moi, avant le confinement, tu sais, j'avais... comme tu sais, comme on en avait parlé dans le précédent épisode, j'étais restée longtemps avec quelqu'un. Après, il y avait eu rupture. Après, il y a eu les quelques mois où t'as la tête dans le seau et où tu sais plus trop où t'habites. Nouvel appart. Et au moment où je commençais à aller mieux, à ressortir un peu la tête de l'eau et avoir envie de kiffer, on a été confinés vraiment à ce moment-là. Donc, je suis arrivée en début de confinement avec la question, mais est-ce que je suis capable d'être seule plus d'une semaine ? Et il s'avère que j'ai été capable d'être seule plus de 2 mois, que je l'ai plutôt très bien vécu, le premier, que c'était pas du tout une angoisse d'être solo. Et j'ai appris que j'étais solitaire. Et ce qui est complètement nouveau pour moi parce que je suis plutôt sociable. Et peut-être qu'on fait souvent l'erreur de penser que les gens sociables ne sont pas des gens solitaires. Alors que c'est pas parce que t'arrives à bien interagir avec les autres, à pas être timide, à construire des amitiés, à te faire des potes et à te recréer un petit environnement et un petit entourage partout où tu vas dans le monde. C'est pas parce que t'arrives à faire ça que tu peux pas être un peu ermite à côté. Pas misanthrope, mais un peu dans ta bulle. Et j'ai appris que j'avais besoin de beaucoup de temps seul pour être bien câblée avec les autres derrière. C'est comme une recharge. J'ai besoin de temps toute seule pour faire le point, pour réfléchir, pour digérer, avant de réussir à me relancer socialement dans un truc où je vais pas avoir le temps d'être avec moi-même. Et avant, t'avais pas ce temps seul. Et qu'est-ce que ça avait comme impact sur toi ? Est-ce que du coup, t'étais genre fatiguée et tu t'en rendais pas compte ? J'étais fatiguée, mais moralement, en fait, je m'épuisais de donner le change avec les autres. J'étais fatiguée, je pense que j'étais fatigante avec les autres, parce que j'étais plus dans un truc de démo permanente. Plus j'en étais pas là dans le stand-up, donc j'avais vraiment besoin d'asseoir ce truc de mais je suis drôle, j'ai de la répartie, j'ai la bonne punch. Je suis toujours comme ça, il y a une vraie part qui est dans ma nature, comme ça, mais ça s'est bien calmé. Donc il y a eu un vrai truc que j'ai appris pendant le confinement de lâcher prise en fait le monde il tourne sans moi, et là en l'occurrence il tourne pas sans moi aussi. En gros, on est très remplaçable, et si je suis pas là, c'est pas grave. Les choses se font. Et ou ne se font pas, ou se défont. Et ça ne change rien à ma vie. Et je me sens pas plus mal quand la chose s'est faite sans moi. Tu sais, j'avais un peu... Une FOMO ? Ouais, à fond. La peur de louper le bon moment, la peur de louper la soirée où il va se passer un truc. Et en fait, maintenant, je m'en fous. Parce que il peut... parce qu'il y a des sacrées fêtes qui se passent à l'intérieur de toi quand tu t'écoutes un peu, et après des fêtes pas cool du tout, il y a des beaux affaires ou foireux qui se passent à l'intérieur de toi où tu te détestes et tout, mais donc je crois que je me suis un peu apprivoisée, j'ai un peu appris à comment me réparer, donc ça c'était une bonne chose.
J'ai appris à faire du flan, entre autres choses. Donc ça, c'était les bonnes choses que ça m'a appris. Ça m'a pas appris, ça m'a démontré ce qu'on sait tous, mais à quel point on est des êtres sociaux et à quel point le manque des autres, même le toucher. Et je te parle même pas sexuellement. J'ai des obsessions pour toucher les gens avec qui je travaille depuis le début de l'année et je me rends compte qu'on s'est jamais fait la bise et ça me... j'ai trop envie de... Ou de sentir une présence, d'être avec quelqu'un. J'ai jamais tenu autant la main de mes copines. Là, tu vois, j'ai ma meilleure pote qui a accouché le fin décembre. J'ai tenu son bébé dans les bras pendant 2 heures cet après-midi. Et Fanny, vraiment, j'ai jamais cru que je serais le genre de meuf qui sortirait ça comme phrase. Mais putain, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien de tenir un truc chaud et vivant dans mes bras et un humain et de me dire putain, c'est cool, quoi. Il y a un truc de fluide et d'énergie qui se transmet que tu peux pas créer à l'infini tout seul à un moment. Il y a un moment où je me suis rendu compte, je sais plus à qui je disais ça pendant le confinement, mais que plus ça allait, plus on avançait dans les jours, plus je dormais recroquevillée. Ah ouais? Plus je dormais en fœtus. Et j'en ai parlé à une pote qui est thérapeute qui m'a dit, mais est-ce que tu te caresses parfois? Enfin, pas caresse au sens de masturber, mais est-ce que tu te touches la peau? Et c'est un truc que j'ai toujours eu. Quand j'étais très petite, je me caressais, je me touchais le lobe de l'oreille quand j'étais très fatiguée. Donc mes parents savaient que c'est le moment où il fallait que j'aille me coucher, je me touchais l'oreille. Et parfois, je me surprends à, tu sais, tu te touches la nuque ou tu te fais des auto-papouilles un peu sur le bras de manière hyper naturelle. Elle m'a dit, mais tu sais, ça, les gens qui ont grandi, qui ont été seuls et qui ont été des enfants un peu esseulés, un peu laissés, ont vachement ce truc-là adulte. Et pendant le confinement, je lui ai dit, mais meuf, je dors en fœtus. Et elle me dit, tu te fais des autocâlins, en fait. Et je lui ai dit, ah ouais, on est vraiment des animaux. Parce que ça m'a échappé. Ça, c'est mon corps a pris le relais sur un truc dont j'avais même pas conscience. Et c'était assez fascinant à observer, quoi. C'est assez ouf. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai que ma façon de dormir, je sais que ma façon de dormir a changé. Mais je m'étais pas rendu compte que, avant, je dormais vraiment genre étalée de tout mon long sur le dos. Et maintenant, c'est vrai que systématiquement. Ouais. Ah putain, trop c'est chelou. Fou, hein. Est-ce que t'as l'impression que le fait de voir moins de gens, de plus avoir de public devant lequel jouer et tout, est-ce que ça a changé quelque chose à ton besoin de validation, d'acceptation des autres? C'est une très bonne question. Alors ouais, mais encore une fois, malheureusement, j'aimerais vraiment parler stand-up, mais à un sens beaucoup plus large que le sens professionnel. Je parle plus de manière générale que ouais, vachement plus de manière générale que dans le stand-up. Ça m'a... alors je sais que là, ce qui se fait sur Instagram, c'est vraiment de crier au monde notre envie de jouer, notre envie de retrouver le public. Et j'ai très envie, les gens me manquent. J'ai envie de jouer mon spectacle, c'est extrêmement frustrant. Vois, parenthèse, c'est un truc que je ne comprends pas quand on me dit les gens me manquent. Genre, les gens qui font un métier public, ils disent putain, vous me manquez. Mais en parlant à tout le monde, je ne comprends pas ça. Là, alors c'est pas les gens qui me manquent, c'est la rencontre avec le public qui me manque. C'est de les voir. Surtout quand tu fais des chroniques à la radio, tu reçois des messages, les gens te disent que c'est cool, t'as des bons commentaires, tu sens que ça prend. Mais c'est des gens qui, moi, quand je suis dans le studio à Inter, le côté, il y a 1 million de gens qui sont en train d'écouter, m'échappe absolument. J'oublie qu'il y a des gens pour qui t'es devenu une habitude, parce qu'ils t'écoutent tous les jours dans leur voiture, que ça veut dire que l'émission commence à 11h, ils en sont là de leur journée, t'oublies que t'as un rendez-vous. Et, enfin, que t'es l'émission, pas moi évidemment, mais ou n'importe quelle émission sur n'importe quel média d'ailleurs. Mais, et du coup, ne pas voir les gens, en vrai, le fait de jouer et de leur parler à la fin, ou juste de voir qu'ils ont acheté un ticket et qu'ils sont là, ça rend un peu les choses concrètes. Parce que pour moi, c'est très abstrait, là. Mais non, au sens... j'essaye de recouper avec ce que je te disais, mais au sens plus général, oui, le besoin de validation, ouais, ça m'a un petit peu calmé. Mais je crois même pas que c'est le Covid, je crois que c'est juste, moi, le chemin perso que je fais par rapport à tout ça, de juste se dire, mais je te l'avais déjà dit, que les gens s'en foutent. Tes échecs sont tes échecs à toi, tes victoires sont tes victoires à toi. Et tu vas peut-être avoir un petit noyau dur de gens qui t'aiment très fort, avec qui tu partages beaucoup de choses, mais sinon, au sens large, ta plus grande victoire, le truc, le climax de ton année, c'est le climax pour toi. Les gens, ils sont sur leur propre climax, ou ils sont sur leur propre moment horrible. Donc ouais, le besoin de validation des autres, tant que toi, tu t'auto-valides, tout va bien.
Tu parlais dans le premier que t'arrivais justement à te tenir un peu éloigné de ce que les gens pensaient de toi, d'être validé par eux et tout, que c'était moins le cas dans ton travail. Est-ce que maintenant que t'as une chronique sur Inter tous les jours avec des gens qui commentent tous les jours, c'est un truc qui a changé ou pas, vu que c'est quand même beaucoup plus rare d'avoir des commentaires négatifs par des gens qui viennent voir ton spectacle parce qu'ils sont quand même payés pour ça? Tandis que là, service public, les gens peuvent vite être outrés que ce soit leurs impôts qui te payent. Bah après, il y a un côté... Ok, les gars... Oui, niquez-vous. Non, pas sans aller jusque-là, mais... Je pars du principe que... Vraiment, j'ai l'impression de faire de mon mieux. Dans les chroniques et dans la vie en général, avec mes potes, j'ai l'impression de donner ce que je peux donner là. Donc, quand je vais faire une chronique, elle aurait pu être 4 fois mieux parce que j'aurais pu l'écrire avec d'autres gens, j'aurais pu prendre des co-auteurs, j'aurais pu me pencher 1 heure de plus que ce que j'ai fait, j'aurais pu la relire le matin, c'est vrai. Mais c'est en l'état, c'est là. Donc, si ça vous plaît pas, de toute façon, si ça plaît pas au plus grand nombre, je vais sauter à un moment. Ça durera pas. Il y a pas des gens... Tu vois, t'aimes ou t'aimes pas des gens, mais c'est toujours... je comprends pas... Tu sais, parfois, tu parles avec des gens, ils disent « Ah, je comprends pas que ce mec ait une carrière. » Ouais, mais il remplit des salles énormes. Donc il y a une audience, il y a un public. Donc le truc de ça plaît pas. Oui, il y a des gens, je me prends des commentaires hyper durs. Là, je me suis pris un truc d'un mec, il m'a ce week-end sur Facebook, il m'a envoyé un tunnel. Mais mec, meuf, je déteste, c'est une honte. Vous êtes pathétique et si vous savez pas ce que ça veut dire pathétique, allez chercher le mot dans Google. Vous respectez pas vos invités, vous écrivez mal, cette condescendance. Mec, je suis triste pour toi parce que tu viens de passer 1 quart d'heure à me pondre ce message un samedi matin. Parce que y a un truc qui est vide, hein. Il y a un truc qui est vide dans ton samedi matin pour devoir le remplir en venant écrire ça à une meuf que tu connais pas. Moi, ça va. Moi, la chronique, elle va continuer. Et ma vie aussi. Toi, en revanche, et peut-être une discussion avec ta femme ou appelle tes enfants ou va faire du pain ou nourris tes poules, hein, parce que là, visiblement, y a un king, hein, tu te fais chier. Donc ça me passe un peu au-dessus quand même les commentaires méchants. Par contre, les commentaires positifs, voire très positifs, je les prends 3000. C'est chambé parce que c'est doux à prendre. Mais il y a quand même une petite pression parce que du coup, ces gens-là qui t'ont aimé alors que t'es personne et que tu débutes, t'as vraiment pas envie de les décevoir. Et je crois que je vivrais plus mal quelqu'un qui me dit « Oh, j'adorais vraiment, mais là, j'aime plus », que quelqu'un qui aimait pas dès le départ. Parce que s'il aime pas dès le départ, écoute, tu vois, c'est comme un mec qui te dit oh là là, j'adore les blondes, je te trouve hyper moche parce que t'es brune. Bon, bah, y a rien à faire. T'es pas le public. Voilà. Ouais. Que un mec qui te dit ouais, j'adore les brunes et je te trouvais vraiment très bien avec cette coupe, mais là, la frange, j'en ai pas sûr. Il te remet plus en question. Je sais pas si ça a répondu à... Ouais. Est-ce que... C'est un mec qui me l'avait posé sur Patreon. Est-ce que t'as l'impression que ce concept de Morgane n'aime pas les invités, ça va s'éculer? Et est-ce que c'est lassant pour toi? Alors, c'est pas lassant pour moi. C'est pas lassant pour moi parce que au début, par timidité et par manque d'expérience et par peur, je collais vachement à la consigne. Donc, je prenais vachement des points de leur biographie. Donc, en 1958, vous avez fait ci. En 60, Van. En 80, vous avez sorti tel film, Van. Et là, maintenant, je prends 1 point de leur biographie qui est vraiment un prétexte pour partir en couille sur un sujet tout autre, qui est en général me, myself and I. Parce que l'autodérision, c'est toujours un bon move. Donc, non, moi, ça me lasse pas. Après, est-ce que ça va s'éculer? Évidemment. À 100%, ça va s'éculer. Je trouve ça déjà assez miraculeux que après 5 mois, ça soit pas encore le cas. Après, ma chronique est moins longue que la vôtre, et puis c'est un truc qui couvre l'émission, donc c'est un espèce de petit rendez-vous. Ah là là, qu'est-ce qu'elle va trouver à râler aujourd'hui, la connasse, tu vois? Donc ça me fait un peu marrer d'avoir ce rôle-là, parce que bah c'est un peu une partie de moi aussi, hein. Je suis solaire, machin. Non, je râle énormément. C'est vraiment mon fond de commerce. C'est franchement, si j'avais mis une pièce dans un pot à chaque fois que j'avais dit oh, fais chier, j'aurais une belle maison en pièces. Voilà, c'est marrant parce qu'il vient de mourir, mais ma mère m'appelle Jean-Pierre Bacry, par exemple. Mais donc oui, ça va s'éculer.
Je pense que c'est pas un concept qui fait 2 saisons. On verra, on verra comment on peut le réinventer, on verra ce qu'on me propose, si on me propose quelque chose. Mais ouais, ça s'écule. Surtout que ça s'écule parce que on n'a pas non plus un vivier d'acteurs de 4000 personnes en France. Donc des invités qu'on a eus en septembre pour un film reviennent déjà là pour un autre film. Donc si je me limite à des points de leur bio, a priori, Virginie Efira n'a pas changé de date de naissance. Donc... Ce serait un point intéressant. Mais là, ça serait dingo. Alors, Virginie Efira, vu que j'ai déjà fait votre Wikipédia, voici plutôt le wiki Exactement. de Virginie voilà. Hoc. Mais... non, mais ça, c'est un angle. Mais tu vois que je vais pouvoir faire une fois. Ouais. Que je vais pas pouvoir refaire 3 fois. Donc oui, non, ça va s'éculer, c'est sûr. Mais j'essaye vraiment de pas y penser. Parce que penser à quel point ça sera plus viable dans quelques mois m'empêcherait de le kiffer maintenant. Donc j'essaye quand même vraiment d'être au jour le jour. Et de toute façon, l'époque nous oblige à l'être. Donc encore une fois, ça c'est un point positif de septembre, ça n'a jamais été aussi loin que cette année. Le mois prochain n'a jamais été aussi loin que cette année. Là, il y a rien qui ressemble à rien. Donc vraiment, on verra quoi. Quand tu disais en juillet dernier que tu te sentais pas capable de faire des chroniques à la radio parce que tu saurais pas si tu peux te tenir sur la longueur. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est le fait qu'on te l'a proposé que t'avais pas le choix? Ouais. Bah ouais, c'est encore une fois ce truc de pied du mur. C'est d'avoir une proposition qui se refuse pas. J'aurais pu... Non, enfin si, toutes les propositions se refusent, mais pour moi, dans ce que j'avais envie de faire et dans les objectifs que j'avais de carrière, si tant est que j'en avais, moi, France Inter, vraiment, j'exagère pas quand je disais que c'était un petit rêve. Hein. Parfois, je suis le matin dans l'ascenseur et je me dis, mais... Parce que pour la petite histoire, j'ai été hôtesse des années à la Maison de la Radio. Donc j'étais hôtesse d'accueil quand il y avait des soirées, je faisais le vestiaire. Donc tous les gens avec qui je travaille maintenant me connaissaient pas et je les voyais passer. Et moi j'étais en école de théâtre, je commençais le stand-up, j'avais des plateaux le soir et je prenais leur manteau, je le mettais sur un cintre, je leur filais le ticket en me disant franchement, si on est dans un film américain avec Hilary Duff, à la fin, j'ai une chronique une fois par mois dans 15 ans et ça serait ouf. Donc là, que ça devienne une fois par jour maintenant, je me suis dit, c'est bon. Je peux mourir tranquille parce que j'ai pas envie de mourir, mais là, je suis contente. On peut être fier de soi une fois par an. Là, ça a été l'année où j'ai été fière de moi. Et oui, je m'en sentais pas capable, mais à la fois, je m'en sentais pas capable parce que personne m'a dit que j'en étais capable. Et que fallait que je me le dise aussi moi-même. Fallait que je me dise, allez, meuf, c'est bon. L'autodénigrement, c'est mignon. 5-6 minutes. Après, là, on va se donner un petit peu les moyens. Et encore une fois, si ça foire, et ça sera autre chose, hein. Ça sera vraiment autre chose. Une autre forme, une autre chronique, un autre média, un autre métier. Mais dans tous les cas, ça se tentait et je suis vraiment ravie que ça ait pris. Et là, j'en tire vraiment que du positif, honnêtement. Honnêtement, il n'y a même pas eu de stress. Il n'y a même pas eu d'angoisse. Parce que je suis une enfant de la radio aussi et c'est un truc dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Mais c'est trop cool. Et moi, ma famille s'est branchée sur Inter du matin au soir depuis que j'ai 2 ans. C'est mon grand-père en Guadeloupe s'endormait à la sieste sur son petit poste en écoutant Inter. Donc je trouve ça dingo de me retrouver dans l'ascenseur, tu vois, de regarder en l'air et de dire putain les gars, vous êtes plus là pour le voir. Mais je suis là quoi et je vais parler dans le micro. Donc je sais pas où vous êtes, mais si vous captez Inter dans les larmes de l'enfer, parce que je pense pas que les gens de ma famille soient au Paradise, hein, très honnêtement. Écoutez, et puis marrez-vous. C'est quoi le truc que t'aimerais accomplir professionnellement? N'importe. Le truc que j'aimerais accomplir, j'aimerais passer mon permis bateau hauturier. Non mais je suis désolée, pour faire le truc hyper concret, parce que j'ai le permis côtier, je me suis dit vas-y, next step, c'est un permis qui me permet d'aller plus loin et de faire une transat. Et dans mon cas, parce que on se connaît un peu, aller mourir en mer.
putain. Parce que ça, Toujours des promesses et jamais de résultats. parce que ça va pas se passer autrement. Je pense que aucun journal ne peut titrer Morgane Cadignan gagnante du Vendée Globe. Non, ce sera Morgane Cadignan s'échoue à la sortie du Havre. C'est trop mignon que tu penses que les journaux vont en parler. Elle a tapé le seul phoque présent en France. Et le phoque va bien. Et comme photo pour illustrer, ce sera le phoque. Avec moi tout en bas en pixelisé. Ils se seront trompés, ils auront mis un yeah sur Stell. Et tes chroniques chez France Inter, mais très mauvais skipper. Donc ça, ce permis-là, c'est un truc que j'aimerais potasser. Bon, après, il y a des trucs à la con, genre jouer de la guitare, parler italien, mais... en vrai, sors un peu du cliché de ta vie, meuf. Ouais. C'est bon. Là, déjà genre, que t'as dit la phrase, je suis l'enfant de la radio. genre faire de la gratouille à Positano, Redemption Song à Milan, non, c'est bon, on a compris. Non, bah accomplir, être toujours un peu plus en paix. Même, enfin, j'essaye d'en prendre le chemin, mais c'est un chemin. Putain, c'est un grand mythe, quoi. Ouais, c'est vraiment sinueux et tortueux et tout ce que tu veux en eux. Mais donc ouais, être un peu plus en paix, me connaître. En français déjà, en italien, on verra. Bah après, au sens très large, je sais pas, hein, peut-être un jour, si Dieu et mes ovules veulent fonder une MIF, hein. Mais ouais, mais j'ai des copines qui ont des bébés, c'est en train de me vriller la gueule, Fanny. Je l'ai pas vu. Bah ouais, je l'ai pas vu venir. Mais c'est moi ton enfant. Oui, t'es à la fois mon enfant, mon mari et mon frère. C'est Ta chèvre. et ma chèvre quand tu montes derrière moi, derrière mon scooter. Non, j'aimerais. J'ai pas de truc à très long terme. J'aimerais vraiment, toujours dans cette dynamique de ce qu'on se disait dans le premier podcast, de passer une bonne semaine. Là, j'ai essayé d'élargir un peu à passer une bonne année parce que je me sens moins friable et fragile qu'en juillet dernier. Donc je me dis, allez, on a compris comment passer une bonne semaine. Et viens, on tente un énorme coup de bluff. Comment on fait pour passer un bon mois? Waouh, c'est dingo. Donc non, j'aimerais bien me faire un putain d'été, bah comme tout le monde après tout ce qui s'est passé. Faire voilà, j'ai une petite liste de pays que j'aimerais vraiment bien faire et toujours essayer de garder le maximum de détachement par rapport aux choses et surtout par rapport à ce métier. C'est-à-dire Bah c'est-à-dire de toujours le faire en me disant que c'est déjà très bien, que ça a été jusque-là et que là, on rentre dans la partie bonus. Donc oui, faut faire grandir le spectacle, faut d'autres médias, faut écrire des trucs, écrire ma série, me mettre en scène dedans et tout ça, c'est génial. Mais j'ai vraiment toujours envie d'essayer de cultiver ce truc de c'est une des vies possibles. Voilà. Et si c'est pas celle-là, on ira dans celle d'après. Et si c'est pas celle d'après, jusqu'au moment où tu ouvres ta fromagerie, hein, très clairement. Mais ça, c'est dans 5-6 vies. Il y a 3-4 trucs que j'aimerais faire avant. Je suis à 4 échecs d'ouvrir ma fromagerie. Je suis à 4 échecs d'avoir une étale au marché bio de Montreuil. Mais From Montreux to Montreuil. Faites du bruit. C'est Tom pour moi. Vous avez remarqué parfois le syndictaire, la meuf qui a pas fait le deuil de sa carrière de stand-up ratée. Client numéro 1, je ne vous aime pas. Avec mon pote qui imite Nagui à la caisse. Le stand triste. En t'interrompant pendant chaque commande. Et c'est la mimolette originale. Bravo. Avec Daniel Vacherin. Enfin bon, bref. Ça peut... Là, ça peut durer. Tu nous connais quand on... Ah mais putain, moi là, ça je peut fais partir, semblant de t'écouter, mais oui. je cherche des noms de fromage. ça peut partir beaucoup trop loin. Non, j'ai presque un truc sur Laïla Kadour Boudadi. T'es encore en train de chercher des noms de fromage? Don't you? Mais je connais pas beaucoup de fromages. Écoute, j'ai connu un reblochon très sympa. J'ai les zygomatiques en bouillie. Ah. Mais attends, du coup, c'était quoi ta question avant? Putain, j'en sais rien, meuf. Ouais, les accomplissements. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais accomplir? Attends.
Et toi, qu'est-ce que t'aimerais accomplir du coup? Mais tu sais que du coup, il y aura genre. et toi, qu'est-ce que t'aimerais accomplir? Tu montes, tu te démerdes. Moi, je fume et je réponds. c'est ma bio Tinder. Oui, bah... non, je sais pas. Mais là, j'essaye de chaque année un truc nouveau que j'ai jamais fait. Donc là, je partais sur une idée de court-métrage. Et puis, on m'a proposé un autre truc. Mais j'ai l'impression que t'es extrêmement prolifique. Bah oui et non, en fait. Parce que plein de gens me disent ça. Mais moi, j'ai l'impression de rien glander. Parce que... Ouais, mais parce que quand tu bosses vite, meuf. Oui, je bosse vite. Mais surtout, c'est que j'ai l'impression que de un, dans l'humour, on est quand même des putains d'énormes flemmards. Et qu'on est toujours, oui, je repaufine mon 5 minutes depuis 3 mois, mais sors-toi les doigts du cul un peu. Et moi, c'est ce que je me dis tout le temps, genre, sors-toi les doigts du cul, fais quelque chose. Donc déjà, il y a ça, il y a beaucoup d'excuses dans ce milieu, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est des excuses de procrastination pour flemmer, ou si c'est de la peur. Je pense que quelqu'un je pense que c'est de la peur, ouais. Ouais, Ouais, mais sors-toi les doigts du cul, c'est que... Même... Ouais, vas-y, pousse-toi, quoi. Ouais, c'est ça. Fais quelque chose et pourtant, je suis la première à dire ouais, j'ai peur, machin. Mais en vrai, le fait que j'ai souvent des gens qui me laissent pas le choix, c'est trop bien, quoi. J'ai des gens dans mon entourage. Donc, toi aussi, tu fonctionnes aux échéances. Je fonctionne au... j'ai dit oui, c'est trop tard. Ouais. Et ouais, donc, tu te tends des pièges à ours et tu mets des feuilles dessus. Oh, ma jambe. C'est ça. Et puis après, je m'en plains sur Instagram d'être au fond du trou en mode j'avais perdu le piège. Bah oui, meuf, mais t'as signé un contrat de 12 pages. Mais donc, ouais, essayer de. Donc, ouais, avoir le plus de trucs où j'ai pas le choix, en fait. Et là, le nouveau projet qu'on m'a proposé pour cette année, c'est aussi, j'ai dit à la meuf, ok, tous les lundis à 18h, faut que je t'envoie ça. Et parce que sinon, je le fais pas. Alors que la meuf te dit ouais, comme tu veux, on n'est pas aux pièces. Si. Ouais. Et du coup, à 18h02 maximum, elle a mon truc. Ouais. Parce que je sais que sinon, j'avance pas. Et en fait, c'est tellement beau de garder les projets, comme des fantasmes. Ouais. Je dis putain, mais imagine, moi, là, je pourrais écrire un livre, mais de fou, hein. Et puis en fait, tu le fais jamais. Ouais, parce que l'idée est plus belle. Ouais, l'idée est plus belle et elle fait moins peur parce qu'un projet, un projet, pour l'instant, c'est un projet, c'est pas encore un truc qui a pas marché. Ouais, c'est ça. Tant que c'est un projet, c'est pas un échec. Ouais, exactement. C'est vraiment tout ce qu'on a là. Et c'est vraiment tout ce qu'on demande. Oui. mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent plan cul pendant des années. Parce que. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que quand tu te dis que tu vas accomplir des trucs, c'est pour ça toutes ces conneries qu'on se met de cette année, je m'inscris à un cours de foxtrot. Je vais apprendre C'est une danse de salon. Non, mais tu vois, toutes ces conneries qu'on se met de je vais apprendre l'italien, apprendre la guitare, arrêter de fumer, c'est parce qu'on a besoin de trucs très concrets. Parce que quand tu te dis c'est pas concret, j'essaye d'apprendre à lâcher prise ou j'essaye d'apprendre à être en paix avec moi-même, c'est des trucs tellement abstraits et vaporeux que. Mais même apprendre l'italien, tant que tu te dis je vais apprendre l'italien, jamais tu le fais. Oui, mais t'as des gens qui disent je vais apprendre un mot par jour. Ou je vais m'inscrire à un cours. J'ai téléchargé une app. Duolingo? Non, ah, non, pour apprendre des mots en français. Ah. Juste des mots que je connaissais pas, tu vois. Et bah, ça a tenu une semaine. T'as appris quoi? Bah, je sais plus. Et j'ai fini par la désinstaller parce que je retenais jamais. Et en plus, je la lisais que quand j'étais bourrée. Mais est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que t'as compris tous les mots? Ah, mais non, pas du tout. Même avec la définition, je les comprends pas. T'as pas la ref. Ah merde. Ah putain, mais j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau. Ah, tu l'as pas eu au vol, mais c'est pas grave. Au vol? Comme c'est vol, mon amour. Allez, clac. Je viens de dabber en février 2021. Waouh. C'est presque vintage de dabber maintenant. Non, c'est mais encore je pense que ça revient. C'est encore nul. Ça revient. Parce que j'ai tenté un salut nazi dans le WC. Écoute, je crois que dans 2 ans, ça sera mûr. Mais là, les gens étaient pas chauds. C'est trop frais. Too soon. Too soon. Ah, trop tôt pour en rire. Alors, est-ce que tu serais d'accord qu'on parle d'un truc qui m'avait beaucoup intéressée quand t'avais dit que quand t'avais rompu avec ton gars et que genre vous aviez quoi? Vas-y. C'est l'expression ton gars qui m'a fait. Ah pardon. Mais j'aime bien parce que c'est genre c'est ton gars, tu vois, c'est délicieusement années 2000, ouais. J'ai envie de chanter du Kélia. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi je vois ça comme un truc genre c'est mon gars, tu vois, c'est ma mif un peu. Ouais, c'est vrai. Genre on n'est plus ensemble mais c'est El pilier. C'est El pilier de ma vita. La persona. Et on embrasse évidemment toute l'Italie.
J'arrive, les gars, avec une petite cover de Redemption Song. Faites couler les spritz parce que cet été. Oui, donc quand t'avais rompu avec ton gars, et genre c'était France Inter et tout, le spectacle qui marche et tout, c'était un peu un rêve que vous aviez construit tous les deux. Ouais. Et donc là, tu te retrouves à avoir tout qui fonctionne, mais que tu le partages plus avec ton gars. Ouais. Et ça m'avait beaucoup intéressé, parce qu'il y a un peu ce truc très compliqué pour m'affirmer en tant que personne, pour aller là où j'ai envie, il faut qu'on rompe, parce que j'ai besoin de ça. Mais après, tout ce que je gagne en étant moi-même, en faisant ce que j'aime, je peux plus le partager avec toi. Ouais. Ouais. C'était honnêtement une des parties les plus dures de tout ça. Enfin, mais pas forcément la rupture, parce que la rupture, moi, tu t'en remets, c'est la fin d'un couple, c'est titata, tu fais ton chemin, ton travail là-dessus. Mais c'est tu perds pas ton mec quand tu te sépares d'une relation qui a été longue, tu perds ta personne, tu perds quelqu'un qui a été là. Ouais, tu perds quelqu'un qui a été là tout le temps, qui était, les piliers, les repères, tout ce que tu veux, mais qui était là naturellement au point que tu te posais plus la question de est-ce qu'il est là ou pas. C'est normal qu'il soit là. Donc, tu partages de fait. Et moi, c'était très naturel de le partager, c'était très naturel de construire toutes ces envies ensemble. Et du coup, quand tout ça est arrivé, donc quand même quelques mois après, tous les accomplissements professionnels n'ont pas été la cause de la rupture, mais la conséquence, c'est que ça a été j'ai été incapable de me réjouir pour moi-même. Parce que j'étais là, ouais, c'est cool, il se passe ça, mais je peux pas le partager. Donc c'est pas comme s'il se passait rien, parce que dans les faits, ça se passe. Mais j'étais frustrée et j'étais triste. Et heureusement que j'ai des amis proches de longue date qui sont des porte-avions d'écoute et d'amitié où vraiment j'ai pu partager ça avec eux et qui se réjouissaient 3000 et qui en plus ils se réjouissaient déjà naturellement comme ils se seraient réjouis de base, mais en plus on a rajouté une petite couche parce qu'ils savaient que je pouvais pas. Je suis sûre que là où il est, c'est-à-dire avec sa nouvelle meuf, ton gars est fier de toi. S'il t'écoute et il le fait pas, voilà. Parce que lui, il a move on vraiment vite, hein. Et qu'il écoute Voltage. Non, oui, c'était évidemment très frustrant, mais c'était comme ça. Ça faisait vraiment partie de ce chemin de toute façon, ça ne serait peut-être pas arrivé si on était restés ensemble. Ça serait pas arrivé dans mon ancienne vie. Donc, quoi qu'il arrive, je suis frustrée, mais je peux pas l'être au-delà d'un certain point parce que je suis frustrée d'un truc qui aurait pas été arrivé si je m'étais pas amené cette frustration. Donc, à un moment, ça, je peux pas le changer. Et en plus, on a quand même la chance d'être restés, pour tout dire, en très bons termes. On n'est pas potes, mais la relation reste douce. Donc, je sais qu'il est content. Je sais qu'il est content et que lui a eu la frustration, mais qui nourrit pas d'amertume par rapport à ça. Qui se dit pas, la connasse, putain, là ça y est, ça roule. Alors moi j'ai eu que la meuf qui doit faire ses fonds de poche pour s'acheter un paquet de clopes, t'avais pas une thune, qui galère, qui chiale en rentrant des plateaux. Et là ça marche et je suis pas là. Non. Il arrive quand même à se réjouir parce que c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, mais en tant qu'être humain, pas par rapport à moi. Donc ça va, ça c'est réparé. Avec le temps ? Avec le temps, parce que parce qu'on a beau dire sur cette saleté de temps, c'est quand même, il y a quand même que ça qui marche. Enfin, quand tu fais l'addition à la fin, tu peux faire une thérapie, faire un taf sur toi-même, sortir, te forcer à rester chez toi, lire des bouquins. Il y a un moment, il y a que la succession de matins qui fait qu'il y en a un au bout où ça va aller mieux. Donc ça, ouais, évidemment avec le temps, et avec aussi pas trop se reposer sur le temps et de dire ok, on va pas attendre que ça passe tout seul, on va quand même se donner les outils pour que ça passe un peu. Parce que là, si on attend de faire les choses naturellement, non. Donc c'est comme ça que t'es tombée dans la drogue ? C'est ce que j'allais dire, chimiquement. C'est vrai que la MDMA a été mon nouveau pilier de vie. MDMA, c'est italien. La MDMA. MDMA, la molécula de drogue. Dans ton estomac, ça pète, t'as envie de faire plein de choses. Waouh. C'était tellement pas utile.
J'ai pas compris. C'était une imitation. Alors, c'était une roue libre. Une roue d'un livre. Non, donnez une pagaie à cette femme. Non, oui, bien sûr, le temps. Est-ce que je laisse? Tu fais bien comme tu veux, c'est ton bébé. Mais ouais, voilà, pour répondre à cette question de la frustration. Mais je le partage avec plein de gens, dont toi, qui n'étais pas dans ma vie avant. Ce jour béni à Saint-Étienne. Château-Creux. C'était ça? Ouais, Saint-Étienne, Château-Creux. Ce jour où mes yeux se sont plongés dans les tiens. Et dans le gin tonic. Non, j'ai pas bu, moi. T'as bu un ginto? Oui, mais un. Oui, bah, c'est boire quand même. C'est vrai. On dirait vraiment une ancienne alcoolique repentie. Il n'y a pas de petits verres. Il n'y a que des verres. Il n'y a pas de petites cuites. T'as écrit des nouveaux trucs là pour le stand-up un peu? Non. Non. J'écris des trucs. Après, pas des trucs pur stand-up pour la scène. C'est parce que la série? Ouais. Parce que, toujours, j'ai besoin de l'immédiateté, d'écrire un truc et d'aller le tester le soir même ou la semaine d'après. Et là, de me dire comme écrire n'est pas nécessairement un problème. Enfin, j'ai pas trop d'angoisse ou de soucis de la page blanche. Donc, je pourrais remplir des pages de trucs nuls, hein, potentiellement, des pages de merde. Soyons très clairs, mais je pourrais les écrire. Mais déjà, pas envie, parce que flemme d'arriver, quand les plateaux vont réouvrir un jour, d'arriver avec 13 pages. J'écrirai un truc la veille. Donc non, pour le stand-up, là, et en plus, ça me plombe de ne pas pouvoir aller les tester, de ne pas pouvoir aller les jouer. Du coup, ça rend le truc pire que tout, quoi. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vais les dire maintenant parce que tu les retiens mieux que moi. Vas-y. Est-ce que t'as pas peur? Moi, c'est un truc que je me dis souvent. Je me dis, putain, mais si j'écris pas ce soir, si ça se trouve, j'aurais eu l'idée de ma vie ce soir. Et si ça se trouve, là, je vais pas la faire. Genre, un jour, dans un train, je me suis dit, vas-y, je vais écrire un truc sur le malaise. Je l'ai torché en 5 minutes. C'est ça qui m'a fait avoir... C'est ton hit, quoi. C'est mon Wonderwall. Si je l'avais pas fait... Et tu vois, maintenant, j'ai tout le temps ce truc de... Imagine, tu rates le truc de ta vie. Ouais. Ou genre une idée de génie qui va t'animer de fou, quoi. Dans laquelle tu vas croire plus que t'as jamais cru en quoi que ce soit. Non, mais c'est marrant parce que j'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec un ami sur ce truc de peur de rater le coche. Mm-hmm. Et c'est plus un truc que vraiment, je m'en fous. Oui, j'aurais peut-être eu l'idée de ouf si je m'étais mis 2 heures devant mon ordi à me dire, vas-y, là, tu ponds un truc, quoi qu'il, t'écris un truc. Ouais, j'aurais peut-être écrit un truc nul à chier, et il y a 1% de chance où peut-être j'aurais écrit un truc génial, mais tant pis, je le saurais jamais, donc je vais pas en souffrir. Je saurais jamais que je suis passée à côté de ce truc. Donc ça me frustre pas et je suis pas vénère. Donc non, j'essaye vraiment de pas me mettre la rate au courbouillon, de pas me créer des angoisses sur des trucs qui sont pas arrivés, parce que ça, vraiment, je l'ai fait beaucoup. Présager et d'anticiper le problème, au point que tu crées un problème qui n'existait pas, en fait. C'est le problème du vide, c'est que ça laisse de la place à beaucoup de choses et que à force de vouloir le combler en réglant des trucs, non, il y avait rien, meuf. Il y avait pas de merde tous les tapis, là, arrête de le soulever, il est bien, assieds-toi sur le tapis, repose-toi, médite, mais non, ce truc sur l'écriture, et puis l'avantage d'avoir une chronique quotidienne, ça t'occupe du temps. Faut les pondre, les 5 papiers par semaine déjà de la chronique quotidienne. Donc déjà quand je les ai écrits, je suis contente. Et j'avoue, je me repose un peu là-dessus. J'avoue, Inter et la chronique me donnent une excuse de me dire attends, j'ai écrit mes 5 chroniques, j'ai plié ma semaine, hein. C'est bon, ça y est, j'ai fait mon devoir de citoyenne, quoi. Est-ce que tu vois le fait d'écrire des chroniques tous les jours comme un exercice qui va te permettre de devenir meilleur et donc au final d'avoir un meilleur spectacle, ou est-ce que des fois tu dis putain, je donne tous mes efforts pour faire un truc qui me sert une fois et ça fait chier quand même? Je vois pas ça comme un exercice qui me permettra d'avoir un meilleur spectacle, parce que il y a peu de choses, pour ainsi dire rien, que je garde comme matériel dans le spectacle. Genre tu deviens meilleur en écriture. Oui, en fait ça m'apprend à écrire vite, ça m'apprend l'efficacité, ça m'apprend la régularité, et ça m'apprend vraiment à muscler cet outil de l'écriture. On a beau dire, mais c'est fou, quoi. Quand tu te fous devant le truc, t'as pas l'inspiration, mais une fois que tu l'as fait 150 fois, tu sais où faut aller puiser à l'intérieur de ton cerveau. C'est-à-dire ?
quand je me mets devant l'ordi pour écrire une chronique et où c'est un invité qui m'inspire pas, je dis ok, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quel angle je prends? Ok, faut un angle. Une fois que t'as l'angle, tu déroules ça. Une fois que t'as ça, allez, cette vanne-là, elle va être absurde, et puis après, un peu moins, après je vais regrouper là-dessus. Ça m'a donné une méthodologie. J'écrivais de manière complètement random et je vomissais un truc sur un papier, et c'est pour ça que dans mes premiers temps de stand-up, quand je revois les vidéos, il y a des vannes, il y a des punchs, mais c'est extrêmement verbeux. Je parle et je mets un temps abyssal pour arriver à la vanne et au truc qui fait rire. Là, ça m'a appris à resserrer les idées et à couper énormément. Et maintenant, j'arrive, après 5 mois à écrire des chroniques, à écrire la phrase directement, sans passer par tout un cheminement d'idées pour arriver à ce que je veux dire et à ce que ça soit drôle. Donc ça, c'est une méthodologie que j'espère garder après pour le spectacle et quand j'écrirai des nouveaux sketchs, pour pas installer tout un truc, parce que c'était vraiment, Fanny, les premières vidéos, c'est pas possible. J'ai 5 minutes d'installation pour une vanne, quoi. Ah ouais. Ça vaut pas le coup. Enfin, en termes de ROI, le rendement, on n'est pas bon, quoi. Donc ça m'apprend ça m'apprend la méthodologie et ça m'apprend l'efficacité. Faut qu'elle soit faite. Faut qu'elle soit faite, cette chronique, parce que l'émission, elle va commencer à 11h. Que la chronique soit écrite ou non, que la chronique soit bien ou non, que l'invité t'ait inspiré ou pas. Donc on va y aller. Et ça m'apprend énormément, moi qui suis très frileuse du test, et si tu me croises dans les plateaux, tu verras souvent le même truc, parce que je suis une petite caisse et que vraiment je me chie dessus de tester, et que les tests qui marchent pas, je les vis hyper mal encore. Donc là, en quotidienne, tu peux pas écrire un chef-d'œuvre tous les jours. Tu peux pas écrire une chronique géniale qui va sortir du lot tous les jours. Donc ça m'a appris à être douce avec moi-même et à y aller avec des trucs où je sais que c'est pas le max. Pas des trucs moyens, mais où je sais que ça aurait pu être mieux. Mais là, c'est l'heure, j'ai plus le temps. Donc ça me détend un petit peu là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En me disant, ça aurait pu être mieux, mais trop tard. Donc j'espère garder cette mécanique de penser et de bâcler. Ouais. Non, mais j'espère garder cet élan de vas-y, on y va et puis on verra bien. Quand je serai sur un plateau devant des vrais gens avec un micro, quoi. Et pourquoi t'as peur de tester alors que tu dis ne pas être si sensible à l'avis des gens? Parce qu'il y a une différence entre l'avis des gens qui te donnent un avis par écrit sur Instagram et l'avis des gens que tu te prends pleine balle quand ça rigole pas sur un plateau. Et ça te touche? Ça me touche pas, c'est-à-dire que après, ça m'empêche pas de dormir quand je rentre d'avoir fait un gros bide. Mais c'est jamais un bon moment. C'est toujours c'est jamais un moment agréable à passer. Sur le coup, c'était. Ouais, mais t'as pas un peu la fierté d'avoir testé quand même? De te dire, ok, je sais que je suis drôle parce que j'ai fait des choses qui me l'ont prouvé. Là, je vais tester. Potentiellement, ça va pas être bon. J'accepte ça. Si, de plus en plus. Mais c'est encore dur. J'ai pas assez mangé de kilomètres. Là, en retirant cette année, 3 ans, quoi. Ok. 3 ans, et j'ai pas fait énormément de plateaux au début. J'ai peut-être 1 an de ce qu'on appelle, le rythme plateau intensif. Je l'ai eu 7-8 mois. Donc, c'est-à-dire jouer 2 à 3 fois par soir? Ouais, ou en tout cas, ou 2 à 3 fois par semaine. Okay. Ma première année stand-up, j'avais un plateau tous les 3 mois. Ah yes, ok. Donc, quand t'as un plateau tous les 3 mois, tu te lances pas sur du test parce que t'as envie de passer une bonne soirée. C'est quoi le truc, le questionnement qui te travaille le plus pour l'instant? C'est la même question que le podcast d'avant. Mais c'est une question que je pose est-ce que souvent. je vais être heureuse, je t'avais dit dans le premier. Non, mais justement, ça a peut-être changé parce que maintenant tu t'es rendu compte que non, on n'allait jamais l'être. Genre moi, par exemple, il a changé depuis. C'est quoi? Toi, c'était c'était quoi? C'était qu'est-ce que je veux? Ouais, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Et maintenant, c'est plus, est-ce que je suis aussi fragile que je le pense? Ou est-ce que je suis vraiment une putain de victime de sa race qui fait chier? Parce que là, j'ai lu un bouquin. Oh là là, je suis partie. Il y a un truc qui s'appelle, que je connaissais pas, le triangle de Karpman. Ok. Qui est
en fait, l'analyse du fait que quasiment toutes les relations humaines sont basées sur le triangle victime, bourreau, sauveur. Ok. Tous les échanges. Il y a toujours quelqu'un qui a l'ascendant, qui sauve, machin. Et maintenant que j'ai lu ça, j'ai lu celui de Christelle Petit-Colin. Et maintenant, j'analyse absolument tous mes trucs comme ça. Et il y a plein de relations dans lesquelles je me dis, mais des relations avec des gens que j'aime, hein, Ouais, bien des sûr. gens, mais où je me dis, putain, je suis trop une victime. Je suis toujours l'enfant dans les relations, tu vois. Je suis toujours le bébé. Mais est-ce que t'es l'enfant parce que les gens te positionnent dans cette place ou est-ce que tu t'y mets de manière complètement naturelle ? On s'y met tous les deux parce que c'est un peu un jeu de. On voit vraiment, on se piste un peu et puis hop, chacun se met dans une position très, très facilement, tu vois. Et c'est un peu en fonction de comment la personne se met, toi tu vas te mettre comme ça. Parce que moi, il y a plein de gens avec qui je suis la daronne aussi. Mais c'est vraiment en fonction de comment on s'est installé. Et je trouve ça hyper intéressant. Et là, je me rends compte que je suis souvent la victime et ça me casse les couilles. Et donc, j'essaie un peu d'échanger ça et d'être plus en mode, ok, là, tu te plains de telle situation. Ok, j'ai envie de... Ou genre, des fois, je suis pas bien ou je me sens pas bien par rapport à un truc et j'ai envie d'envoyer un message à telle personne. Pourquoi ? Ok, j'ai juste envie d'être rassurée. J'ai juste besoin que quelqu'un ait un truc un peu tendre à mon égard. Et ben, plutôt que de dire je me sens pas bien vis-à-vis de ça, alors que c'est pas ça le fond du problème, je vais dire à cette personne, hey, je suis un peu en bad, j'ai besoin que tu me donnes de l'affection, que tu me rassures sur quelque... Tu vois, arrêtez de trouver des prétextes. C'est charmé parce que ça veut dire que t'es en train d'apprendre comment tu fonctionnes. Ouais, mais c'est ça du coup mon truc actuel, ce que j'ai en tête pour l'instant. Et ben moi je crois que ça m'a fait trouver le truc. Ça m'a fait penser à, je crois que maintenant que j'ai appris à comment me réparer, je crois que là le deuxième truc c'est de briser que les je autres. me demande, c'est ok, comment on fait maintenant que j'ai appris à me réparer ? Ça c'était l'étape 1, apprendre à se réparer, et la deuxième étape c'est comment on fait pour avoir à le faire de moins en moins souvent. Comment on fait pour apprendre à des situations, que ça soit des histoires d'amour, d'amitié, de taf, de choix, où est-ce que je vais puiser la force pour dire non, là, j'y vais pas. Parce que je peux pas. Parce que, tu vois, toi, dans les échanges, t'étais souvent victime. Je pense que j'étais souvent bourreau, en pensant être sauveur, mais au final, est-ce que je pense, j'en sais rien, mais que quelqu'un qui cherche à sauver quelqu'un contre son gré, bah ça peut devenir un bourreau, parce que l'autre, il est là, je t'ai rien demandé. J'ai besoin d'apprendre par moi-même. Et toi, t'es là, mais si, tu vas voir, si tu suis ma méthode, ça va aller. Prends-moi la main, je te tire. Ouais. Mais ça, classique sauveur, de en fait se chercher plus à se réparer lui. Bien sûr. Oui. Pour moi, bourreau, victime, sauveur, maintenant, c'est des nouveaux signes astrologiques. Je suis cancer, ascendant victime. La vache. Mais non, ouais, donc déjà ok, maintenant je sais comment je fonctionne. Mais maintenant que je le sais, comment on fait pour pas retourner tout le temps dans les patterns qui me font du mal ? C'est quoi tes patterns ? De pas m'aimer. Je suis en train de m'apprendre à m'aimer, tu vois, mais ok, comment je m'envoie de l'amour ? Parce qu'il y a un truc que j'ai découvert cette année, enfin, je pense, et c'est pas un truc de victime, mais c'est un fait, je pense que ma vie a fait que, mes choix ont fait que, ma famille, mon entourage a fait que, objectivement, je crois que je reçois pas beaucoup d'amour. Du coup, je suis en train de manager pour essayer de m'en envoyer un maximum à moi-même. Mais il y a des tonnes de fois où je pensais que je m'envoyais de l'amour et que je m'insufflais de la bienveillance et que j'étais douce avec moi-même. Et je faisais tout le contraire. Parce que je chialais de manière tellement trop forte avec zéro patience. En me disant, ok, maintenant ça c'est fini en fait. Maintenant on va être heureuse. Et être heureuse ça va être ci, ça. Et je y allais, mais avec des forceps de l'enfer. À me faire mal. Moi je suis vraiment dans le pattern de... Je peux faire mal aux autres en pensant leur faire du bien. Comme avoir une discussion un peu musclée avec un pote. En me disant, ouais mais moi tu sais, tout le monde prend soin de toi. Et te fait des petits câlins en disant que ça va aller, moi je vais être le pote qui va te dire non, en fait, là faut te lever, là on va y aller, ça suffit de chialer. Et en fait, c'est pas ça être un pote. Ça c'est des phrases de télé-réalité qui nous ont appris à dire, à toujours vouloir être celui qui se démarque, et c'est très égoïste de toujours vouloir être celui qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Non, à un moment, l'intelligence sociale et l'intelligence en amitié, et ce qui fait peut-être de toi un bon pote, c'est juste de prendre ton pote, te dire, ok, t'es perdu. Là, t'es mal, tu pleures ta vie, t'es en train de chialer. Je vais pas venir t'assommer avec 4000 solutions que moi j'ai fait dans ma petite limonade intérieure, qui sont des solutions qui fonctionnent pour moi. Je vais juste te prendre ta tête, je vais la mettre sur mon épaule et tu vas chialer.
et on va pas parler pendant 1 heure parce que là, t'as juste besoin de vider un truc et on va chialer et on va explorer ensemble. Et je vais pas te servir un gros plateau de paf devant ta gueule de voilà comment aller bien. Et ça, j'ai appris à plus le faire avec les autres, mais je suis en train d'apprendre à pas le faire avec moi-même. À me dire, meuf, le manque de douceur qu'on a envers nous-mêmes, je le trouve dingo, c'est zinzin à quel point on est ouf. On est ouf. Le mot bienveillance a été élu mot de l'année il y a 2-3 ans, mais ouais, peut-être les uns avec les autres, mais avec nous, c'est bullshit. On est tous des bourreaux pour nous-mêmes. Il n'y a plus de sauveurs, il n'y a plus de victimes. On est dégueu envers nous-mêmes. On n'est jamais content, on s'aime pas. Les meufs, on a grandi dans un truc de charge mentale, physique, de dictat, on a des tonnes de complexes et qu'on a beau être dans une espèce de vague body positive, mais la vague est tellement forte que ça en devient négatif parce que du coup, si t'es pas body positive et si tu t'assumes pas, t'es là putain, pourquoi je m'assume pas? Allez non, maintenant je m'assume. Et encore une fois, t'es en force et encore une fois, t'es en lutte pour faire un truc positif. Alors que peut-être que la vraie douceur et la vraie bienveillance envers toi-même, c'est d'arrêter d'être en lutte, de te dire je suis une merde sur ce point-là. Ça, je n'y arrive pas. Ça, c'est un pattern, je ne vais pas pouvoir le régler. Et bah, tant pis. Peut-être arrêter de tout le temps vouloir tout régler, tout le temps vouloir être en force, à faire des thérapies. Peut-être qu'il y a des portes qu'il faut pas ouvrir, en fait. Faut peut-être pas essayer de tout aller creuser. Si là, t'es bien, en te disant que t'as des schémas, t'as des névros, t'as des blessures d'enfance, soit, meuf, c'est le billet d'entrée, on est tous arrivés avec. Mais si ça va, si t'arrives à aimer, à être aimé, en ayant tout ça, qu'est-ce qu'on va aller encore recreuser un truc pour se dire que peut-être ça pourrait aller encore mieux. T'es sur un équilibre. Donc ça, j'essaye vraiment d'arrêter de me foutre des coups de poing dans le plexus à longueur de journée en me disant ok, on a réglé ce problème-là, maintenant on s'attaque, elle est où la liste, tac tac. Non, meuf, ça fait 2 ans que j'étais torturée sur un truc, je l'ai enfin réglé. Prends-toi 1 an pour savourer ce truc qui est... T'as sorti le gravier de ta chaussure, prends-toi 1 an pour marcher normalement. Avant même de te dire, oui, mais là maintenant, il n'y a plus le caillou dans la chaussure, on va mettre des pompes encore plus belles. Je faisais ça 3000 et je suis sortie de là épuisée. Je pense qu'on est des sources de fatigue pour nous-mêmes qui sont... Mais c'est pour ça qu'on est de plus en plus si individualiste et si associable, parce que moi, le déclic, ça a été... Parfois, je suis rentrée de soirée avec des potes, mais même avec des potes proches, épuisée, mais crevée. Crevée d'avoir passé 5 heures d'affilée à pas faire semblant, mais à donner le change, à avoir un avis sur tout, à rentrer dans les débats. Maintenant, j'essaye d'arrêter, de plus m'abîmer, à aller dans des débats où j'ai pas envie d'aller. Tu sais quoi, on va pas être d'accord là-dessus. Mais là, c'est une discussion de 2 heures, et être douce avec moi-même, ça, c'est pas t'imposer mon point de vue, c'est peut-être juste me dire, bah, cette discussion de 2 heures, j'aurais pu apprendre un truc, hein. Ça aurait été constructif, la discussion, mais là, je vais me l'éviter. Parce que j'ai juste envie qu'on raconte des conneries et que c'est ça qui va me faire du bien maintenant. Écoutons-nous et acceptons que parfois on n'a pas la réponse. Dire, ok, là, ce truc, là, je suis pas capable de le régler. Et c'est exactement le même truc de se dire, bah là, j'y vais pas. Là, ce mec, j'y vais pas. Parce que non. Parce que oui, ça pourrait être génial, machin, mais ça va être compliqué. Je vais me péter les dents. Je l'ai déjà fait 4 fois. Il y a un moment, on y va. Parce que je pense que je parle l'univers tout le temps et c'est imblairable, mais l'univers, il va t'envoyer les mêmes leçons sur différentes formes jusqu'à ce que t'aies compris, en fait. Et il y a un moment, c'est à toi de te dire, ah non, là, c'est bon, stop. Et à la fois, je te dis ça, Fanny. Et à la fois, à 2h du mat, avec 2 verres de rhum arrangés dans le cornet, je vais dire, mais en même temps, souffrir, c'est là que tu sens que t'as envie. Mais si ça n'arrive que bourré à 3h du matin, c'est déjà mieux que quand ça arrivait tous les jours au réveil. Parce que c'est fatigant. C'est dur d'être soi avec les autres, parce que déjà on sait pas qui on est, donc être soi, t'es là, sois toi-même. Bah ouais, mon gars, j'essaye, mais je sais pas en fait qui je suis. Donc je peux te donner une version bêta, mais sois assez mon pote pour accepter que demain ça va peut-être être tout autre chose. Ça c'est un petit peu compliqué aussi. Mais acceptons l'exploration, essayons d'accepter le chemin et de pas être dans ce rendement d'efficacité tout le temps avec nous-mêmes, parce que c'est insupportable. Et il y a des gens qui le font énormément et t'es fatigué pour eux. Ouais, vraiment, le mot qui ressort vraiment de toute cette litanie que je viens de faire, c'est fatigue.
Mais tu le ressens, ça, toi ? Ce truc de... pas de masque en société, mais... est-ce que tu acceptes que parfois tu sais pas et que tu sauras pas tout de suite ? Et d'être plus ou moins en paix avec le fait que ça va pas être réglé maintenant ? Je pense que je vais répondre à côté. Mais en fait, parce que ta question, je vais juste la calquer sur des choses auxquelles moi j'ai réfléchi et donc potentiellement je vais être à côté. Mais j'ai l'impression que je me suis rendu compte aussi beaucoup, surtout cette année, à quel point les relations sociales m'épuisaient. Okay. Et genre j'en ai besoin et elles me manquent, mais ça m'épuise très très vite. Et je sais que des fois, je vais faire un truc, et ben le soir, je dois me caler du vide parce que je vais être épuisée d'avoir parlé, d'avoir avoir du répondant, avoir des machins, correspondre aux attentes que les gens ont de toi et tout, même si ce sont des gens que t'aimes et tout, ou même essayer d'être une bonne amie, tu vois. Mais donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup de temps seul. Bon, ça, je le savais déjà, mais là, je me suis rendu compte de la fatigue que ça a créé en moi. Et au niveau de... En fait, j'ai tendance, et c'est pour ça que je dis que pour l'instant, je suis beaucoup une victime, c'est parce que j'ai tendance à énormément extérioriser tout pour ne pas qu'il y ait de quiproquo, tu vois. C'est genre, moi, on se rencontre, on bosse ensemble, on fait des trucs ensemble, on devient copine et tout. Ouais. Je vais te dire à chaque moment ce que je ressens, la raison pour laquelle je le ressens, parce que comme ça, t'as toutes les explications et tu peux faire au mieux et tu vois si ça te convient et tout. Mais j'ai l'impression que tu fonctionnes socialement, pour te connaître un peu, que les gens avec qui t'arrives à être très amis, très proches, c'est des gens à côté de qui t'arrives à être seul. Oui, ah oui, putain, ça c'est la meilleure vie. Hein. C'est fou, hein ? C'est incroyable. C'est un truc que j'ai débloqué dans ma tête il y a pas longtemps, mais putain, les gens avec qui tu peux faire ta vie, c'est des gens à côté de qui tu peux être seul, mais ensemble. Ouais. Putain, meilleure vie, moi, quand je rêve que mes potes me disent, vas-y, je passe chez toi et je lis. Bah putain, mais Et puis, surtout dans les relations personnelles, c'est pas de l'amour d'arriver à dire je suis comme ci, comme ça, parce que est-ce qu'il y a rien de pire que tu fais un reproche à quelqu'un en disant ah, tu sais, ça me fait un peu de la peine quand tu me parles sur ce ton, ou que tu te comportes comme ça. La pire réponse que tu peux donner à quelqu'un, c'est ah bah ouais, mais je suis comme ça. Écoute, je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne, donc tu prends ou tu prends pas. Bah je prends pas, mon gars. non mais tu vois, à un moment, je prends pas. Bah les bonnes relations qui marchent en amitié, c'est tu te fonds l'un dans l'autre un petit peu. Tu vois, quelqu'un de timide, c'est quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas le pousser pour le sortir de sa timidité, ou toi, tu vas descendre d'un étage, te poser là comme un chat à côté de lui, attendre qu'il vienne, te mettre à son rythme, pour que lui, il va déteindre un peu sur toi et se mettre à ton rythme aussi. Mais il faut pas hésiter à changer. Et c'est hyper important. Mais faut pas hésiter à changer. Pas à changer, à se remettre en question. Ça, c'est une évidence, mais à essayer de pas se braquer. Là, tu vas avoir 30 ans dans pas longtemps, moi je te dis. Non. J'ai 26. Ouais, enfin bon, t'approches. Non, mais calme-toi. À l'horizon pointe la lumière de ta trentaine, pardon. On le dit comme tu veux. Mais tant et si bien qu'on arrive dans des âges où on commence à avoir des amitiés de longue date. Et tu commences à avoir des discussions avec des potes où c'est... Après 10-15 ans, ton amitié, elle est mise à l'épreuve, quoi. T'es plus la même personne d'il y a 10 ans. Donc les choses pour lesquelles tu t'es choisi et tu t'es aimé il y a 10 ans, elles sont peut-être plus d'actu. Et la mise à jour peut être super douloureuse. Et si là, t'arrives pas à faire un petit switch sur comment t'es et que ta réponse n'est que ah oui, je suis comme ça, tu m'as toujours connu comme ça. T'avais commencé vaguement à me parler d'un truc hors podcast où c'était une amie de longue date qui, justement, t'avait dit un truc du style j'aime pas ce que t'es devenu. Non, c'était pas j'aime pas ce que t'es devenu. C'était meuf, je t'aime. Et j'ai vraiment envie qu'on reste amis très longtemps. Mais s'il y a certains trucs que tu changes pas dans ce que t'es, mais dans ton rapport à moi et dans ta manière d'interagir avec moi, ça va devenir compliqué parce que tu me fais de la peine sur ci, ça. Ah, mais là, je suis dans sa team. Ouais. Mais je l'ai pas vu venir. C'est une pote très proche, hein. Ça fait partie de mes meilleures amies. Et elle s'est posée un jour parce que c'était après le déconfinement. C'était après au déconfinement, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et on avait un peu bu, on avait fumé des clopes et elle a vidé son sac en me disant parfois t'es hyper dur, tu me parles mal et parfois quand on est avec des gens en groupe, tu peux avoir tendance un peu à m'écraser, à faire une vanne. Alors c'est drôle une fois, deux fois, mais c'est toujours la vanne sur le fait que je suis une merde. Enfin,
Putain, je te jure, mais ça, je me le suis pris dans le plexus. Parce que, pas dans le plexus, genre, comment t'oses me dire ça, mais un pote, c'est quand même aussi un moment la personne qui te met un miroir devant ta gueule et il n'y a pas le filtre Instagram qui lisse les défauts, quoi. J'étais là, putain. Et au fur et à mesure qu'elle me parle, bah, j'ai envie de chialer et je me rends compte que, putain, ouais, elle a raison, quoi. Elle a raison. Mais je pense que la fierté et nos fonctionnements d'être humain font que ta première réaction face à ça va pas être de dire, de prendre le blâme et de prendre la balle. Ta première réaction va pas de dire, ouais, j'avoue, je suis une merde, pardon. Et parfois, ça suffirait tellement. Ta première réaction en tant qu'être humain, avec ta fierté mal placée, va être de dire, ouais, mais attends, peut-être que moi je me mets en bourreau parce que toi aussi tu te mets en victime. Et sauf que elle, c'est infini parce qu'elle peut te dire, hey, mais moi je me mets en victime parce que tu me laisses pas le choix et que t'es en bourreau. Ok, on va faire chacune un pas l'une vers l'autre, tu vois. Et elle a eu cette intelligence de me regarder, prendre le truc, fumer une clope, réfléchir à tous les exemples qu'elle me donnait, et à un moment forcer se constater qu'elle avait entièrement raison, et de lui dire, bah ouais, je m'excuse. Et je crois que c'est la première, honnêtement, hein, une des premières fois de ma vie que je me suis excusée de manière si, je sais pas, pas penaude, mais de si nue, si enfantine, sans... J'avais pas de raison valable de ce comportement. Il y avait rien qui l'excusait, il y avait rien qui le justifiait. Donc juste de dire un vrai pardon. Bah là, j'ai pas d'excuses, quoi. Alors d'excuses, non, mais de raison. Moi, c'est un truc que je fais souvent aussi, faire des blagues aux gens, ou les rabaisser, toujours sur le même sujet, toujours sur les mêmes trucs. Et soit c'est des vieilles frustrations qui ont été mal gérées, Ouais. et genre tu tapes dessus en mode ouais, c'est des blagues, mais tu m'as blessé il y a 2 ans, le 17 février. Ou c'est une façon d'essayer, enfin en tout cas moi je fais beaucoup ça pour ça, d'essayer de faire comme si j'avais l'ascendant. Parce que je sais que je l'ai pas. En mode, ouais, t'as l'ascendant sur moi dans la vie, mais regarde comment je t'ai mis une bonne tatane avec ma vanne. Ouais, et à la fois, je suis d'accord, t'as toujours des raisons de mal te comporter. Je pense que c'est des raisons, c'est pas des excuses. voilà. Et je pense qu'honnêtement, je crois au bon dans chaque être humain et je donne pas ma confiance hyper facilement, mais je pars toujours du principe que, ouais, il y a des circonstances atténuantes pour tout le monde, mais un moment, on est 7 milliards sur Terre, on peut pas choper les excuses de tout le monde. Faut bien se comporter avec les gens et parfois il y a rien qui justifie que tu te comportes pas bien ou que tu sois pas cool avec quelqu'un ou que tu lui parles mal. T'as des excuses, évidemment que t'en as, on en a une tonne et t'as des gens qu'on en a encore plus parce qu'ils traversent des trucs compliqués et que c'est dur, mais un moment, tes excuses, faut un peu les garder pour toi et te faire ton petit bouillon dans ton cerveau parce que sinon, mais meuf, si on se met tous à mal se parler, à faire n'importe quoi parce qu'on a l'excuse et parce qu'il y a la circonstance de oui, mais parce que toi tu t'es mis dans cette position. Non, essaye d'être le plus intelligent des deux et de dire ok, j'agis comme... Là, cette pote dont je te parle, elle a eu l'intelligence avant même que je lui serve mes excuses d'avoir fait son analyse et de me dire mais je pense que t'es comme ça parce que si ça. Donc elle avait fait le taf à ma place quelque part. Donc moi j'avais plus que derrière à rectifier le tir et à dire bah ouais, je vais essayer de bosser là-dessus. Est-ce que je dis pas que ça va marcher du premier coup. Est-ce que t'es prête à ce qu'on fasse un shot d'essai, quoi? Et elle était chaude et putain, et depuis c'est le feu. Après ça a toujours été le feu, tu vois, mais elle a pris le truc à un moment où à un an près ça aurait peut-être été trop tard et ça aurait été dommage. Mais non, tu peux pas prendre les excuses de tout le monde parce que sinon tu passes ta vie à faire de la merde et à t'excuser derrière. Et ça, c'est pas facile de pas se braquer quand on te met face à tes défauts et qu'on te sort tes 4 vérités. T'es une bonne amie. Je sais pas. Je pense que je suis loyale. Je reste longtemps. Quand je suis là, je reste longtemps. Bah, je pense que je suis une bonne amie. Après, je suis sûrement devenue une bonne amie en étant passée par des phases où j'en ai été une très mauvaise. Mais je suis là. C'est mon côté un peu peut-être antillais ou... Golden Retriever. Ouais, un peu... tu me fais chier, mec. Je t'aime
Dieu que tu me fais, Dieu que tu m'emmerdes, Dieu que je t'aime pas quand t'es comme ça. Mais je suis là. J'ai signé un truc il y a 10 ans avec toi. Et on est potes. Après, si pendant 15 piges, la personne, elle est pénible, il y a un moment, il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui aient des dates de péremption dans ta vie. Je veux dire, la loyauté, oui, rester là, oui, parce que c'est l'amitié, mais tout se justifie pas sous prétexte que c'est l'amitié, comme tout ne se justifie pas sous prétexte que c'est la famille. Il y a une personne, tu vois, si c'est compliqué avec ta mère ou avec ton frère, tu peux pas tout passer sous prétexte que c'est ta mère ou c'est ton frère. Il y a un moment, si tu deviens toxique pour moi, bah je vais te sortir. Ça me fait penser à une phrase que ma sœur m'a dit de Tupac, que j'ai trouvé... ouais, j'ai Proust dans le dernier, Tupac dans celui-là, mais que j'ai trouvé hyper cool. C'est... t'es plus mon ami, mais je t'aime toujours. Ça veut dire que je veux mais on plus dirait te... Tupac, mais en maternelle. Non, attends, j'ai pas fini. Non, t'es plus mon ami, mais je t'aime toujours. J'ai pas dit que je voulais plus devoir manger, juste je veux plus devoir manger à ma table. J'ai envie que tu sois heureux et t'es une personne cool, mais avec moi, il y a un truc au milieu qui se fait plus. Et c'est pas grave. Et ça, j'essaye vraiment d'avoir le lâcher prise de... Il y a des gens qui ont été chamés, qui ont beaucoup compté, des amours, des amis, mais dans la vie telle qu'elle est devenue maintenant, ça ne marche plus. Il faut arrêter de s'accrocher à ces trucs de ouais, mais bon, attends, quand même, pote d'enfant, je le connais depuis 20 ans. Ouais, mais si le mec, c'est une tannée. Tu sais, on a tous ce pote où, allez, tu le vois 2 fois par an parce que faut s'accrocher à ça. Ouais, j'ai des gens, je les ai laissés partir au large, là, je les ai vus dériver sur leur barque et j'ai fait coucou. Enfin, allez, bisous. C'était chambé le temps que ça a duré, mais là, on va arrêter de se faire croire qu'on a des trucs à se raconter parce que franchement, c'est ridicule. Mais c'est un peu dur sur le coup. Mais après, tu te rends compte que on se manque pas et que c'était cool et qu'en plus, ça t'a libéré de soirées dans l'année qui sont quand même en ce moment très importantes dans un planning plus que serré. Et non, oui, il y a des gens qui ont des dates et c'est pas grave. On peut pas garder tout le monde. Hein. On n'a pas la place, on n'a pas cette soirée, on n'a pas de temps d'apéro disponible pour tout le monde. Il y a un moment, et les choix se font naturellement de toute façon, je pense. T'as des gens, tu vois, j'ai plein de potes que toujours les gens que tu dis, ça fait 2 ans et demi, t'es là, faut qu'on fasse un apéro. Et tu les croises par hasard dans Paris. Ouais, faut qu'on se fasse un truc, hein, absolument, la semaine prochaine. Mais si je te relance pas, tu me relances. Bah, c'est qu'au fond, c'est pas, si ça se fait pas, c'est pas grave. Tu vois, j'ai mon meilleur pote qui habite en face de chez moi, je suis fourrée chez lui tous les 4 matins. Et même hors Covid, quand on a tous les deux dans nos quotidiens 4000 trucs à faire, on trouve quand même toujours le moyen de 1 heure, ça se trouve. Tu trouves toujours le moyen de te démerder une soirée pour aller t'échouer sur le canapé de quelqu'un que tu kiffes. Donc si t'arrives à le faire, ceux avec qui t'arrives à pas le faire, c'est qu'au fond, t'en as peut-être pas vraiment envie ni besoin et que c'est pas grave si ça se fait pas. Mais comme c'est gênant de se croiser à la foire aux plantes après un apéro que t'as bougé 5 fois, et bah pour la 6e fois, tu dis ah ouais, bon là c'est un peu serré, mais début décembre, on se la fait cette raclette. Ouais, si j'avais attendu de bouffer, je serais Kate Moss, quoi. Mais socialement, tu peux pas croiser quelqu'un que tu connais depuis longtemps et dire franchement non. Oui, on va arrêtons de nous mentir, Dominique, on la fera pas et c'est pas grave. Continuons à nous envoyer des flammes sur nos stories. Tu likes, je like et c'est bien suffisant. Non, t'es obligé socialement de dire voilà, ouais, on va, ouais, oh là là, vraiment, j'aimerais beaucoup. Puis jusqu'à la prochaine fois, quoi. Parce que tu vas pas le faire. 2 foires en plante. Je dois des bouteilles de vin à 1000 personnes. Et 1000 personnes me doivent des bouteilles de vin. Mais quand t'as envie, tu peux. Hein, je crois que c'est encore un des processus dans lesquels tu décides de rien. C'est des trucs d'atomes. Hein, pourquoi ? Enfin, toi, par exemple, je te connais depuis à peine 1 an. Je te vois plus que des gens qui sont dans ma vie depuis 10 piges. Non, mais ça raconte quelque chose. On a même plus l'excuse. J'ai plus d'hôtel à Paris. Ouais. Non, on a même plus l'excuse du stand-up pour dire on se voit beaucoup parce qu'on se croise en festival et qu'on écrit des trucs. Non, on se voit parce qu'on a envie de se voir. On se voit parce qu'on a Nagui en garde alternée. C'est notre chaperon de balle de promo. Mais ouais, c'est non. trop stylé, imagine, tu vas au bal de promo, mais accompagné par Nagui. Putain, c'est clair. Pourquoi t'as pris ton carnet pendant qu'on parlait ? Il y a pas mal de trucs en Guadeloupe et il y avait un truc dans ce que tu disais qui me faisait penser à un truc que j'avais écrit que Tu notes quoi dans tes carnets ?
J'écris beaucoup quand je suis en Guadeloupe. Donc, en fait, c'est un... C'est-à-dire 9 mois par an. Non, mais tu sais, là-bas, pour moi, c'est un endroit où il y a un ancrage qui se fait naturellement. Tu sais, on parle beaucoup de paix intérieure, de chemin, de rechercher sur toi-même et tout. Et quand je me pose là-bas, il y a un truc d'immédiateté, ça s'ancre. Le piano s'accorde tout seul. Là-bas. Et c'est cool. Et du coup, j'écris des trucs qui me rassurent parce que c'est un des seuls endroits où j'arrive à être contemplative. Parce que je suis quand même assez urbaine et assez speed et assez toujours entre deux trucs et je parle vite et machin. Et quand je vais 2 semaines là-bas toute seule chez ma grand-mère qui a 82 ans, il y a forcément un moment de la journée où je me retrouve à regarder les vagues pendant 2 heures. Donc tu penses à ta semaine, t'écoutes un podcast, t'écoutes de la musique, tu fais un mot croisé, puis il y a un moment où t'en as ras le cul, donc tu fais juste rien. Et tu te laisses traverser. Et j'essaye de noter ce qui me traverse dans ces moments-là. En plus, c'est une île qui est très mal foutue en termes de voies ferroviaires, donc tu te retrouves vite à conduire des heures pour faire vraiment 10 bornes. Donc t'as le temps de penser. Et comme t'es dans un endroit lumineux et quand même apaisant, en général, c'est des pensées plutôt lumineuses qui en sortent. Donc je note tout ça dans mes petits carnets. Et puis après, je continue de noter dans l'avion. Puis après, je me pose à Orly. Et puis j'ai immédiatement oublié la marche à suivre que je m'étais promis de m'imposer pour tout le reste de l'année. C'est vraiment une décharge immédiate. Mais bon, du kiff instantané qui dure pas longtemps, c'est toujours un peu mieux que rien du tout. Mais vraiment, à chaque fois, je reviens regonflée dans l'avion une autre personne. Je me dis, oh, écoute, là j'ai une paix que je vais diffuser autour de moi. Raël, la meuf, genre, oh là là, oh putain. Et vous sentez, je suis en paix là. Il y a un truc dans l'air qui a changé, je sais pas, mais je suis apaisée, dis donc. Et je rentre dans le Uber, il me parle d'un truc qui me saoule et j'ai envie de cramer le monde à nouveau. Et je rentre, je fais tourner une machine, je me fous sur Air Caraïbes pour voir c'est quand les prochains billets pour être apaisée pendant 10 jours. Et ça va être ça jusqu'à ce que je meure, je pense. Au Havre, contre un phoque. Ou je vais périr en mer d'ailleurs, parce qu'on dit même pas mourir, on dit périr, mais... Périr en mer, Marie Galland. C'est Belle-Île-en-Mer, espèce d'immense connasse. Je sais, putain. Ah, mais c'est drôle. Tu pourras chanter ça à mon enterrement. Périr en mer. Un phoque de vent. Au Havre. Dans la baie de Caen. Je crois pas qu'il y ait la mer à Caen. Bon, pas loin, ça va. Oui, bon, c'est compris. Et voilà ce que je note dans mes carnets antillais. Et en fait, comme je suis comme tout le monde, je me sers un verre de rhum sur ma terrasse, un petit punch en me faisant croire que limite j'écris avec une plume dans un encrier. Et puis cette vidéo de Laura Felpin que qu'on s'était envoyée pendant le premier confinement. Mais je sais pas si t'as déjà essayé d'écrire avec une vraie plume dans un encrier. Pour le coup, j'ai essayé de le faire là-bas. Oh, c'est absolument chiant parce qu'il faut retremper souvent. Ah bah oui. Donc tu repasses vite aux 4 couleurs, mais le carnet est maculé de petits trucs de rhum et je vois les pages où j'ai écrit et je vois quand je suis chargée. Parce que plus la pensée est lumineuse, plus il y a de petits ronds de verre sur l'encre de la page. Et je me dis, meuf, t'étais pas solaire, t'étais bourrée. T'étais bourrée et seule. Donc t'as juste écrit vive ça apprendre à mourir, Sénèque, en ayant l'impression d'avoir pété le Da Vinci Code. Comme dans The Office quand Michael Scott cite des gens et puis ajoute juste son nom à la fin. Oui, exactement. Et je vais me coucher dans la clim en me disant oh, ils vont halluciner sur comment j'ai tout compris. Oh putain, oh je vais diffuser le bonheur, oh, ça va être chouette. Cut, j'arrive au pôle de Roissy. Comment ça, il n'y a plus de macarons? Mais vous vous foutez de la gueule du monde. Dans une des plus grandes puissances mondiales, on peut pas avoir des macarons à la fraise un mercredi matin. Mais vous vous foutez de qui? Et je deviens François Cluzet immédiatement à la sortie de l'avion.
J'espère que l'épisode vous a plu. Morgane Cadignan sera en spectacle au Métropole à Paris dès que les théâtres rouvriront. Et elle a aussi pas mal de dates de tournée en France, en Belgique. Je mets le site de réservation des billets dans la description. Et j'y mets aussi des liens vers ses réseaux sociaux et ses chroniques sur France Inter. Prochain épisode dans 2 semaines, ce sera avec Thomas VDB. Et pour être sûr de ne rien rater de tout ça, vous pouvez vous abonner aux gens qui doutent via toutes les plateformes habituelles, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir l'émission en mettant des étoiles et des commentaires sur iTunes, voire en faisant des dons de la somme de votre choix via Patreon. Et pour être tenu au courant de la suite ou pour suivre toutes mes péripéties fascinantes, oh mon Dieu, que ce soit les chroniques, les spectacles, un nouveau podcast comique qu'on sortira bientôt, et ben venez, Facebook, Twitter, Instagram, il suffit de taper Fanny Ruet. Bisous! Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le gigantesque, on peut le dire, Maxime Wathieu, mais oui. Mais j'étais une enfant assez mutique. Est-ce que tu peux me faire une fausse intro? Genre, je vais mettre ça comme extrait, en mode comme si c'était un truc que t'avais dit dans le podcast. Hyper introspectif. Ouais. Bah, c'est vrai que bizarrement, faire des rêves érotiques avec dedans des animateurs TF1, ça m'a un petit peu éloigné de cette peur de la mort. Je crois que ça a un petit peu guéri ça. Donc je pense, ouais, j'ai pas peur de le dire, que le PAF m'a aidé un petit peu à me conforter dans la pensée socratique.